Imaginer ou recomprendre ce concept de cosmologie. Quand on parle de cosmologie, quand on parle de cette science du cosmos, la cosmologie, qu'est-ce qu'on entend par là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en a entendu parler durant les siècles précédents dans les différentes cultures, qu'elles soient islamiques, occidentales ou autres? Et pourquoi est-ce qu'il y aurait cette possibilité de concilier ou de rallier ces deux magistères, ces deux sphères? Lorsqu'on parle de cosmologie aujourd'hui, je crois que la plupart des gens comprennent tout de suite que l'on parle de science, que l'on parle d'astrophysique, que l'on parle de théorie, d'observation, de calcul, de nombres exacts, etc. Mais il faut se rappeler que la cosmologie, en fait, n'est devenue scientifique. Moi, je dis n'est devenue véritablement scientifique au sens moderne de la méthodologie dont vous avez parlé, des méthodes aussi bien quantitatives qu'observationnelles, calcul, etc., qu'il y a presque exactement un siècle. C'est en 1915-16 que Einstein a publié sa théorie de relativité générale, où son équation a rendu les scientifiques capables de faire des prédictions sur la structure de l'univers, sur l'histoire. En fait, Einstein lui-même, comme vous savez, a été surpris que son équation donnait comme résultat un univers qui était en expansion, donc il y avait un début, qui évoluait, etc. Il a dit non, mais l'univers n'est pas comme ça, l'univers est stable, il est stationnaire, donc il est allé remodeler un petit peu son équation avec cette constante cosmologique pour que le résultat donne ce auquel il était habitué, c'est-à-dire un univers stable, etc. Durant cette période-là, donc il y a exactement un siècle, au début du XXe siècle, les physiciens eux-mêmes, les astrophysiciens, considéraient la cosmologie comme étant hautement spéculative. Parce qu'il n'y avait pas de données. Quelqu'un a écrit qu'en 1915, il y avait une seule donnée cosmologique qui était connue des gens de savoir, et à savoir que le ciel est noir. Vous imaginez que c'est une donnée cosmologique et la seule que l'on avait il y a un siècle. Et Einstein l'a ignoré ou l'a mise de côté, ne s'est pas rendu compte que c'est important de savoir que le ciel est noir. On pourra expliquer cette idée, c'est assez surprenante. Pourquoi le fait que le ciel est noir a certaines répercussions scientifiques, cosmologiques, et que ça donne certaines contraintes sur les modèles cosmologiques, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un siècle, nous savions très peu de choses scientifiques sur l'univers. Nous ne connaissions pas l'expansion de l'univers, nous ne connaissions certainement pas l'âge de l'univers, nous ne connaissions pas le contenu de l'univers, nous ne savions même pas en 1915, même pas en 1920, qu'il y avait plus de galaxies que la Voie lactée. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a dans l'univers observable plus de 100 milliards de galaxies, un univers qui est extrêmement immense, qui a l'univers observable à un diamètre d'environ 93 milliards d'années-lumière, c'est extraordinaire. Nous savons maintenant l'âge de l'univers à une assez grande précision, une très grande précision même, 13,8, on dira même 13,82 milliards d'années, alors qu'il y a un siècle, on n'avait strictement aucune idée, les gens débattaient encore, etc. Mais durant le XXe siècle, la cosmologie est devenue scientifique. Donc nous savons que l'univers est en expansion, nous savons qu'il s'accélère maintenant depuis une vingtaine d'années, nous savons son contenu, la quantité de matière, nous savons qu'il y a de la matière sombre que nous n'avons pas encore découverte mais dont nous voyons les effets. Nous pensons qu'il y a quelque chose qu'on appelle communément l'énergie noire ou l'énergie sombre, qu'on n'a pas encore défini, qui est probablement ce qui est responsable de cette accélération de l'expansion. Et nous savons, ce qui est vraiment frappant, c'est que la matière que nous connaissons, la matière qui est ça, c'est-à-dire tous les éléments du tableau périodique, de l'hydrogène jusqu'à l'uranium et plus lourd que ça, ne représente en fait que moins de 5% du contenu matière-énergie de l'univers. En fait, même dans ces 5%, 90% à 95% de toute cette matière que nous connaissons, qui représente tout ce que nous connaissons, l'hydrogène, l'hélium, le lithium, etc., etc.,
est formé ou est constitué d'hydrogène et d'hélium, du gaz qui est répandu un peu dans les galaxies et entre les galaxies. Que la matière lourde, c'est-à-dire ce qu'on appelle lourd, les astrophysiciens appellent la matière lourde, c'est-à-dire tout ce qui est carbone est plus lourd, carbone, oxygène, nitrogène, azote et tout ce qui s'ensuit, ce qui forme tout ce qui représente le monde complexe, le monde solide et vivant ou non vivant, etc., inerte, tout cela ne représente qu'environ 1/100 ou quelques centièmes d'un centième. C'est quelques centièmes du centième de toute la matière qui existe. Ceci dit, évidemment, ces quelques centièmes du centième de toute la matière et de l'énergie qui existe dans l'univers est extrêmement importante, il est certain, parce que ça représente tout ce qui est complexe, tout ce qui est étoiles, planètes, astres et êtres vivants et non vivants, etc., etc. Tout cela est représenté par cette infime minorité de matière qui existe dans l'univers. Mais cette partie-là, elle est extrêmement importante parce que, comme je dis, c'est pas seulement que nous voulons nous penser au centre de l'univers d'une manière ou d'une autre, mais c'est parce qu'elle représente tout ce qui est complexe. Même s'il n'y avait pas, même si on se détache de tout cela, même si on enlève l'homme ou les humains ou les animaux de tout cela, mais tout ce qui est complexe, tout ce qui est solide, tout ce qui est qui représente quelque chose de non trivial, c'est-à-dire pas du gaz d'hydrogène comme ça répandu qui ne fait rien du tout, tout cela est extrêmement important dans l'univers. Alors, la raison pour laquelle j'ai raconté tout ça, c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on entend par cosmologie. Mais pendant des siècles et des millénaires, ce qu'on entendait par cosmologie, c'était toute conception de l'univers, qui était généralement culturelle, qui était très souvent spéculative, qui était parfois mythologique, souvent mythologique, mais parfois, lorsqu'elle était un peu plus sophistiquée, elle était philosophique ou théologique. Mais la cosmologie a toujours existé. Une certaine cosmologie, ou certaines cosmologies ont toujours existé dans toutes les cultures du monde, depuis l'aube des temps, et les gens se représentaient toujours l'univers d'une manière ou d'une autre. C'était souvent, pas toujours, mais souvent géocentrique, anthropocentrique, l'homme s'imaginait toujours au centre de l'univers, la Terre était au centre de l'univers, tout tournait autour de la Terre parfois, mais dans certaines autres cultures, chinoises par exemple, etc., il y avait une conception beaucoup plus abstraite, il n'y avait pas cette finalité de l'homme, il n'y avait pas ce concept de création, de créateur, etc. Et donc, il y avait toujours des conceptions du monde, des conceptions de l'univers. Pour en arriver donc à rattacher maintenant tout cela, le problème c'est qu'aujourd'hui, le public veut que l'on présente une conception du monde, une conception de l'existence qui est équilibrée, qui est culturelle autant que scientifique. Les gens, de manière générale, et donc moi je le raconte un petit peu dans mon livre, du moins dans le chapitre, et les chapitres qui concernent la cosmologie et le principe anthropique et des choses comme ça, les gens sont fascinés par la cosmologie scientifique, par tout ce qui est science, mais ils se sont toujours dérangés, inconfortables, lorsque la cosmologie s'arrête au côté scientifique. Ils veulent qu'on leur raconte comment cela se rapporte à l'existence humaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis où? Et qu'est-ce que ça veut dire que cet univers est extraordinairement immense? Par exemple, il y a quelques semaines, un site web, le genre de site web qui demande à des gens comme nous d'écrire un petit texte comme ça sur une idée. Et l'idée c'était, quelle est l'idée de cosmologie ou d'astrophysique que vous voudriez communiquer au public? Une idée simple, que l'on apprend de la science, de la cosmologie, de l'astrophysique, mais que vous pensez serait intéressante et utile au grand public à comprendre. Et j'ai dit, je voudrais que les gens comprennent pourquoi et comment, peut-être pas pourquoi, mais comprendre au moins le fait que l'univers est si immense, et pourquoi ça ne devrait pas les choquer que cet univers est si immense.
Donc j'ai commencé à raconter ce que je vous ai dit il y a un moment, c'est-à-dire que cet univers est extraordinairement étendu dans le temps, dans l'espace, le contenu en galaxies, en étoiles, si on compte le nombre d'étoiles, si on compte le nombre de planètes qui existent probablement dans la Voie lactée et ailleurs, etc. On s'y perd et on se dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis vraiment un grain de sable dans tout ça, etc. Et bien j'ai dit, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cet univers ne pouvait pas être plus petit que ça. Si on se pose la question aujourd'hui, si on se demande, oh, cet univers est immense, extraordinaire, mais il faut comprendre que l'univers ne pouvait pas être autrement, parce que cet univers est en expansion, il a démarré d'un point, on appelle aussi de singularité, un point où tout était concentré dedans, l'énergie, la matière, l'espace, le temps, tout était là dans un point. Et puis ce Big Bang, donc ce processus qui a propulsé l'univers dans cette expansion de formation, de transformation, qui a donc donné lieu à cette formation de choses de plus en plus complexes, les galaxies, les étoiles, les planètes, etc. etc. J'ai dit, si on regarde maintenant toute cette expansion, et qu'on se rappelle une autre idée qui est clé, c'est pour ça que mon livre est Islam, Big Bang et Darwin, c'est qu'il y a évolution. Il y a évolution cosmique, il y a évolution astrophysique, il y a évolution des astres, les étoiles naissent, évoluent, meurent, les planètes se transforment et passent par des étapes. L'atmosphère de la Terre n'a pas toujours été l'atmosphère que nous avons aujourd'hui, etc. Et donc, cette évolution ne pouvait pas, nous savons aujourd'hui, donner des êtres capables de poser la question ou de s'émerveiller devant cet univers qui est extrêmement immense, en moins de quelques milliards d'années. Et donc, si nous savons qu'on n'aurait pas pu être ici avant quelques milliards d'années, et donc, en ces quelques milliards d'années, l'univers, évidemment, se serait étendu en ces immenses espaces, et qu'il aurait donc évolué cosmiquement et donné donc toutes ces galaxies, etc. Et donc le fait qu'on se pose la question aujourd'hui, et que l'univers a fonctionné de cette manière, ne pouvait pas être autrement qu'un univers qui est aussi large, aussi vieux, 13-14 milliards d'années, où il ne pouvait pas y avoir des planètes comme la nôtre qui auraient pu donner naissance à de la vie, et que cette vie est évoluée, et qu'elle donne plus de complexité, plus de sophistication, et puis de l'intelligence et de la conscience, etc., etc. Et à la fin, on commence à comprendre pourquoi on est petit devant cet univers qui est grand, pourquoi nous sommes récents relativement par rapport à cet univers qui est beaucoup plus vieux, pourquoi cet univers est en expansion comme ça, pourquoi, tout cela se rattache. Et je pense que cette idée, elle commence au moins à rapprocher cet univers qui est immense, qui est extraordinaire, qui est fascinant, qui est même effrayant, même. Hein, vous vous souvenez probablement de cette phrase dure, vraiment dure, de Jacques Monod. L'ancienne alliance est rompue, hein, vous vous souvenez de cette phrase, l'ancienne alliance est rompue, l'homme sait enfin qu'il est perdu dans cet univers qui est immense et, comme il a dit, qui s'en fiche, hein, je ne me souviens plus du terme exact, mais c'est-à-dire qui s'en fiche de nous, qui n'a aucun intérêt envers nous. Et l'homme, à la fin, doit faire le choix, dit Jacques Monod. L'homme doit faire le choix entre le royaume, c'est-à-dire les conceptions religieuses anciennes, et les ténèbres. Et vous voyez que donc, quand on dit au grand public, vous avez le choix entre le royaume et les ténèbres, c'est pas très attractif. Moi-même, je n'aimerais pas choisir les ténèbres. Mais si on leur propose une conception de la cosmologie, qui est en même temps scientifiquement rigoureuse, et ça j'insiste vraiment fortement dans mon livre, qu'on ne peut pas bâtir aucune conception, qu'elle soit culturelle, religieuse, scientifique, de tout ce qu'on veut, qui ne tient pas, mais alors de manière absolument rigoureuse, de toutes les données de la science avérée et établie. Ça, on n'a plus le choix aujourd'hui. Avant, c'était, lorsqu'il y avait beaucoup de spéculations, dans la cosmologie aussi bien que dans la philosophie et dans la théologie, les gens étaient libres de construire ce qu'ils voulaient, grosso modo. Mais aujourd'hui, on n'a plus le droit. Aujourd'hui, nous avons des données que la science nous met sur la table et nous devons prendre cela en compte. Mais en prenant tout cela en compte, il y a quand même manière de conceptualiser cet univers qui ne fait plus peur, qui est quand même un peu plus proche de nous, où nous sommes quand même importants, parce qu'à la fin, nous faisons partie de cette infime quantité de matière
qui est cette infime quantité de matière qui représente tout ce qui est complexe dans l'univers. Donc, même si nous sommes petits, même si nous ne représentons que 1%, 2% de tout ce qui existe dans l'univers, mais nous faisons partie du 1% du pourcent qui est vraiment, véritablement significatif, parce que ce qui produit des processus autres que de l'hydrogène, du gaz de l'hydrogène. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, on pourra y revenir plus tard. J'ai voulu juste donner un petit peu ce background de cosmologie scientifique, mais aussi en rapport avec la culture humaine, la culture religieuse de manière générale. On pourra revenir à l'islam si vous voulez un peu plus tard. Mais pour moi, je crois que c'est important de poser un peu ce grand décor avant d'entrer dans les questions un peu plus spécifiques. Merci beaucoup. En fait, donc vous proposez une synthèse qui est vous appelez ça une cosmologie théiste, et vous vous référez à Averroès. Et est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, et puis ensuite on passera aux réactions. Oui, alors d'abord, toute la cosmologie, tout le théisme que je le propose comme option, comme absolument optionnel. Donc je dis qu'il y a un cœur, il y a un dénominateur commun, qui est la science, qui est universelle, qui est commune à tout le monde, croyants, non-croyants, musulmans, d'où qu'ils viennent, et tout cela nous le partageons, et tout cela nous le prenons tous en compte. Maintenant, les croyants, les théistes, ont le droit, il y a manière, c'est ce que je propose, au moins aux musulmans, mais un peu plus largement aussi, il y a moyen de rajouter une interprétation, mais c'est vraiment une interprétation, ça ne va pas dans la science. Je ne vais pas rajouter mon théisme dans les équations d'Einstein ou dans les observations de Hubble. Et donc, il y a manière de rajouter une interprétation théiste qui donne du sens à tout ce que nous mesurons, tout ce que nous calculons, tout ce que nous obtenons de la science. Et cela donc met en confort les gens qui ont une foi, une croyance. Maintenant, comment on fait cela? Alors moi, ma référence, c'est, comme vous l'avez dit, Averroès. Averroès, le grand philosophe musulman andalou du XIIe siècle, qui s'était confronté à cette question de comment réconcilier, à l'époque pour lui c'était la philosophie, c'est-à-dire tout ce qui est raison, la rationalité, à la foi, la révélation, et il avait écrit quelques livres sur la question, parce que vous imaginez que durant ces temps-là, il y avait ce conflit entre la philosophie et la théologie, la philosophie et la charia, si on veut, la loi révélée. À travers les deux figures d'Averroès et d'Al-Ghazali. Et d'Al-Ghazali, effectivement. Et donc, Averroès qui répondait à Al-Ghazali, parce qu'Al-Ghazali avait mis cette attaque fulgurante envers les philosophes. Avant Al-Ghazali, il y avait eu Avicenne, il y avait eu Al-Kindi, Al-Farabi, etc. Et donc, Al-Ghazali avait mis des attaques fulgurantes envers la philosophie, y compris sur des questions pointues, comme la cosmologie, où il disait ces philosophes disent que l'univers est éternel, parce qu'évidemment l'univers en ces temps-là a été conçu comme éternel, et il dit mais ça va complètement à l'encontre de la révélation, qui dit que Dieu a créé l'univers lorsqu'il a voulu le créer, c'est-à-dire à un certain moment, donc il n'a pas toujours existé, il n'a pas été éternel, et les philosophes qui disent des choses comme ça sont des hérétiques. Ouais, donc c'était des questions à la limite scientifiques. En ce temps-là, ce n'était pas scientifique parce qu'on n'avait pas les données, mais c'était au moins rationnel. Et donc Al-Ghazali avait attaqué, et presque un siècle plus tard, Averroès avait contre-attaqué en défendant la raison, en disant mais il n'y a pas de conflit. On ne doit pas forcément avoir de conflit, parce que la vérité ne contredit pas la vérité. C'est la fameuse phrase d'Averroès, la vérité divine révélée dans les textes ne peut pas contredire la vérité divine qui est révélée dans le monde, dans l'univers, dans les observations, dans ce qui nous entoure. Et Averroès a expliqué donc comment concilier tout cela. Et il avait dit, écoutez, lorsque l'on lit les textes sacrés, que ce soit le Coran, pour lui c'était au moins le Coran, mais cela va de même pour les autres textes révélés, il dit, on se rend compte rapidement qu'il y a beaucoup de textes qui sont univoques, parce qu'ils traitent de la conception de Dieu, de la conception de son prochain, de la moralité, des vertus, etc. Et là, évidemment, Dieu ne pouvait pas être ambigu. Mais il dit, mais il y a beaucoup de textes qui sont équivoques parce qu'ils veulent inspirer l'homme,
mais en même temps sans lui dicter des choses, parce que là n'est pas le but des textes sacrés de me raconter comment la Terre a été créée, ou comment l'univers a évolué ou n'a pas évolué, et quel âge il a, et quelle est la vitesse de la lumière, etc., etc. Et il a dit, évidemment que les méthodes rationnelles qui nous permettent d'obtenir du savoir véridique, du savoir établi, il dit à chaque fois que les méthodes rationnelles, pour lui c'était la philosophie à l'époque, mais aujourd'hui c'est la science, à chaque fois que nous avons des méthodes qui nous permettent d'obtenir du savoir véridique établi, nous sommes obligés de prendre cela et nous sommes obligés d'aller vers le texte et le réinterpréter, d'utiliser l'herméneutique pour concilier ce texte, en fait le comprendre. En fait, la raison vient éclairer. Il y a des textes qu'on pense avoir compris, ou du moins on les comprend d'une certaine manière, puis un de ces jours on dit « Ah, je vois maintenant ce que ces textes voulaient vraiment dire, parce que maintenant je sais ce que l'univers, comment l'univers fonctionne, et nous savons maintenant évidemment qu'il a un certain âge, et qu'il a une certaine taille, de certaines dimensions, etc. » Et donc, Averroès nous explique quel est ce double cheminement qu'il faut faire entre le texte et entre le savoir, et quelle méthode prime dans chacun de ces magistères, si on veut. Et c'est pour ça que j'ai donc parlé d'une espèce de chevauchement doux. Donc il y a un magistère de la foi, des textes sacrés, etc. Il y a un magistère du savoir, des sciences, de la philosophie, de la raison, etc. Et ils viennent un petit peu se chevaucher, se compléter, et un éclaire l'autre, sans jamais, évidemment, emboîter l'un sur l'autre. Merci beaucoup. Alors, je donne la parole à Étienne Klein. Comment est-ce que la physique, bien sûr, peut envisager cette question? Bien, bonjour à tous. Je voulais d'abord vous dire que j'ai eu une opération de la gorge et je suis en train de découvrir ma nouvelle voix qui n'est pas encore au point, je ne la maîtrise pas complètement, mais j'espère que vous m'entendez quand même. Ça va? Oui, je pense que ça va. Et je voulais vous dire aussi que d'habitude, j'évite ces débats sur Dieu et la science pour une raison simple, c'est que je pense que c'est un sujet sur lequel tout a été dit. Et d'ailleurs, il n'y a pas grand-chose à dire. Et j'ai accepté aujourd'hui par amitié pour Sciences et Avenir et pour la recherche. Mais je pense que les choses sont devenues assez claires et il n'y a pas trop lieu d'y revenir. Et à chaque fois qu'on organise un débat comme celui-ci, on pense ou on laisse à croire qu'il y aurait du neuf. Et il n'y a pas de neuf. Et donc je pense qu'il faut bien comprendre que la science n'est pas née d'un travail exégétique particulier sur les textes. La science, elle est née avec Galilée, je parle de la physique moderne, d'une émancipation par rapport au texte. Et si on se dit que finalement la science doit fournir des arguments qui permettent de revenir au texte sacré pour en comprendre le sens véritable, on voit bien, c'est votre proposition, moi je pense que c'est une impasse. Puisqu'il est impossible, par exemple, d'insérer le boson de Higgs qu'on vient de découvrir dans les textes. Il n'y a aucun endroit où on peut le caser. C'est-à-dire que les textes sacrés, d'un point de vue scientifique, sauf si on s'intéresse à la question de l'origine de l'univers, mais pour le reste, ce sont des textes qui sont scientifiquement libertaires. C'est-à-dire qu'ils sont compatibles avec toute découverte scientifique. Et j'ajouterais que la science, je parle de la science moderne, hein, pas de la science des Grecs, par exemple, qui n'était pas basée sur l'expérimentation, mais la science moderne, celle qui est née avec Galilée, disons, est une science qui n'a jamais été dite avant d'advenir. Et d'ailleurs, c'est pas un discours, la science, c'est plutôt une méthode qui produit les résultats, et quand on essaie de la ramener à un discours, on prend des risques, parce que la science ne parle pas. Et donc, quand on parle, en fait, on parle pour elle, mais ça n'est pas elle qui parle. Et du coup, on peut lui faire dire à peu près ce qu'on veut. Par exemple, on peut dire que la cosmologie contemporaine éclaire le sens de l'univers parce que les constantes fondamentales, on le comprend d'après les modèles, c'était différent de ce qu'elles sont, la vie n'aurait pas pu advenir, etc. Autrement dit, quand on connaît déjà le sens de l'univers, on peut le projeter sur la science et dire, tiens, la science exprime le sens. Mais c'est exactement comme lorsqu'on met du sel sur les aliments. Alors une fois que vous avez mis du sel sur les aliments, vous dites tiens, c'est salé. Eh oui, c'est salé parce que vous avez mis du sel. Et donc il y a ce mouvement continu et il y a toujours l'idée de fabriquer un sparadrap syncrétique qui permettrait de rendre compatibles les deux formes de discours. Et j'insiste sur le fait que c'est impossible puisque la science n'est pas un discours.
Si on comprend la physique, elle a des équations, les équations ne parlent pas. Elle produit des résultats, fait des mesures, crée des modèles qui sont d'une efficacité redoutable. C'est-à-dire qu'il y a une efficacité de la science qu'il ne faut pas négliger. Par exemple, le boson de Higgs dont j'ai parlé a été découvert donc en 2012 expérimentalement et il a été décrit en 1964. C'est-à-dire que dès 1964, on a pu prédire l'existence d'un nouvel objet physique qui n'avait jamais été détecté. Quand je dis que la science n'a pas été dite avant d'advenir, vous pourriez bien, mais si, il y a l'atome, les Grecs avaient pensé l'atome il y a 2500 ans, on l'a découvert expérimentalement au début du XXe siècle. Donc on pourrait dire que l'atome a été dit, pensé, décrit avant d'être découvert. Et ça c'est faux, puisque l'atome qu'on a découvert n'a rien à voir avec l'atome des Grecs. L'idée d'atome a été certes pensée, elle a été motrice, puisqu'on a fait des recherches, on a discuté. On a fini par découvrir un atome qui s'appelle atome, mais qui n'a aucune des propriétés que les Grecs lui attribuent. Il n'est même pas insécable. Donc il ne mérite même pas son nom d'atome. Et la seule chose qu'il ait de commun avec l'atome des Grecs, c'est son nom. Mais pour ce qui est de sa structure, ça n'a rien à voir. Et ça illustre une chose qui est importante, c'est une phrase qui paraît un peu paradoxale, sibylline, mais c'est l'idée que les choses qui n'existent pas pour rien. L'atome des Grecs n'existe pas. Mais le fait qu'il ait été pensé a eu une utilité dans l'histoire des idées qui a abouti à la découverte d'un objet qu'on appelle l'atome, mais qui n'est pas celui qu'on avait pensé. Ça veut dire que la science est capable de reconnaître l'existence de choses qui n'ont pas été pensées, de choses qui s'imposent à nous par le biais des méthodes que la science a mises sur pied. Alors, évidemment, il y a un endroit où on va dire, tiens, il y a un conflit, c'est la question de l'origine de l'univers. Bon. En effet, et là je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, la cosmologie n'est devenue scientifique qu'à partir du moment où Einstein a proposé une nouvelle théorie de la gravitation, il y a un siècle, qui permet de considérer l'univers comme un objet physique. C'est-à-dire que l'univers a des propriétés globales qui ne sont pas réductibles à des propriétés locales. Par exemple, il y a une courbure généralisée de l'espace-temps. Cette courbure est une propriété de l'univers, et non pas de quelque chose dans l'univers. Ensuite, on a découvert que l'univers était en expansion, et donc il y avait une histoire de l'univers, mais cette idée, pour le coup, elle est présente dans toutes les cosmogonies. Moi, je ne parle pas de cosmologie avant Einstein, je parle de cosmogonie, et toutes les cosmogonies racontent une histoire de l'univers. D'ailleurs, une cosmogonie qui dirait « l'univers a toujours été comme il est », ce ne serait pas une vraie cosmogonie. Donc l'idée que l'univers a une histoire est une idée très ancienne, elle ne date pas du tout du XXe siècle. Simplement, et même les physiciens l'avaient envisagé avant Einstein, avant même qu'on puisse faire des observations. Par exemple, au XIXe siècle, on a appliqué les principes de la thermodynamique à l'univers lui-même, on a prédit une mort thermique de l'univers. C'est bien l'idée d'une historicité de l'univers. Simplement, quand un physicien d'avant disait l'univers a une histoire, il ne disait pas exactement la même chose qu'un physicien du XXe siècle. Parce qu'au XIXe siècle, quand on dit l'univers a une histoire, on veut dire que les objets qui sont dans l'univers ont une histoire. Alors qu'au XXe siècle, c'est l'univers lui-même qui a une histoire. Et comme vous le savez, à force de dire qu'il a une histoire, on s'est dit qu'il avait un commencement. Modèle de Big Bang. Et aujourd'hui encore, on présente le Big Bang comme étant l'origine de l'univers. Or, cette idée-là, elle date des années 50, et vous imaginez bien que depuis les années 50, la science a avancé, et qu'elle a considérablement revisité ce Big Bang, et le sens qu'il faut lui donner, et ce à quoi il correspond. Alors on pourrait dire, mais finalement, l'univers a une origine, c'est certain. Et la question c'est, est-ce que les discours que nous faisons porter sur l'origine sont complets ou pas? Si vous prenez les discours des trois monothéismes, ils vous disent qu'il y a un être extramondain qui est hors du monde, qui s'appelle Dieu, qui appuie sur un bouton et ça enclenche la suite. Et vous voyez bien que ce récit-là est parfaitement incomplet. On ne sait pas ce qui se passait avant. Est-ce que la notion de temps a un sens? On dit Dieu a décidé à un certain moment, mais ça veut dire quoi? À un certain moment. Donc c'est un discours incomplet qui est imprécis. Quelle était son intention? Est-ce qu'il savait ce qu'il faisait? C'est-à-dire, est-ce qu'il connaissait les lois qui allaient permettre à l'univers de se déployer? Est-ce qu'il savait que l'être humain y apparaîtrait tel qu'il est? Etc., etc. Et pourquoi a-t-il fait ça? Ça n'est pas dit.
Donc ce discours-là est un discours qu'on présente comme le fin mot de l'histoire, alors que c'est un discours profondément incomplet. Est-ce qu'il entre en rivalité avec les discours des scientifiques? Alors, là je vais faire un petit cours de 5 minutes, c'est juste pour rappeler des choses assez simples. Dans les années 50, en effet, on prend acte du fait que, à cause de l'expansion, les températures dans l'univers baissent, la taille de l'univers observable augmente, et la densité d'énergie baisse. C'est-à-dire que si on passe le film à l'envers, eh bien, on a un univers observable qui est de plus en plus petit à mesure qu'on s'éloigne du planète. La densité d'énergie est de plus en plus grande et les températures sont de plus en plus élevées. Et quand on extrapole les calculs basés sur les équations d'Einstein de la gravitation, et seulement sur ces équations-là, on aboutit en effet à ce qu'on appelle une singularité, c'est-à-dire un univers ponctuel. Ponctuel, ça veut dire qu'à la taille d'un point, taille nulle, température infinie et densité d'énergie infinie. Voilà. Et c'est ça qu'on appelle le Big Bang. On lui associe à l'instant zéro, donc c'est une singularité initiale. Et comme nous sommes dans une culture qui promeut l'idée que l'univers a été créé, nous disons que le Big Bang est l'explosion originelle qui a créé tout ce qui existe, l'espace, le temps, la matière, l'énergie, le rayonnement, etc. Et on continue à nous expliquer ceci en 2015. Or, vous voyez bien que j'ai dit suffisamment de choses dans ce petit résumé pour que vous compreniez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que les équations d'Einstein sur lesquelles on s'appuie pour faire cette description sont des équations qui ne décrivent que la gravitation. Or, il y a d'autres interactions fondamentales dans la nature. Il y a les forces électromagnétiques et les forces nucléaires. Et donc, il y a un moment, quand vous remontez dans le passé, où les équations d'Einstein demeurent mathématiquement justes, vous pouvez faire des calculs, mais elles deviennent physiquement fausses, puisqu'elles ne décrivent pas ce que vivent les particules lorsque la densité d'énergie est tellement élevée que d'autres forces que la gravitation agissent sur elles. Et donc, il y a un moment en deçà duquel les équations d'Einstein deviennent physiquement fausses. Et ce moment, on l'appelle le mur de Planck. C'est-à-dire, en deçà du mur de Planck, les équations d'Einstein ne fonctionnent plus. Elles ne fonctionnent plus physiquement, même si vous pouvez toujours vous amuser à faire des calculs mathématiques. Et donc la question c'est, disons l'honnêteté intellectuelle, ça consiste à dire qu'entre le mur de Planck et notre époque, il s'est écoulé 13,7 milliards d'années. Mais le mur de Planck, c'est pas l'origine. Et donc, qu'est-ce qu'il y a avant le mur de Planck? Le problème, c'est qu'on ne sait pas, puisque on a une physique aujourd'hui qui est basée sur deux pieds incompatibles l'un avec l'autre. Il y a d'une part la relativité générale qui décrit la gravitation, à partir d'un espace-temps qui est lui-même un objet physique. Et puis les trois autres interactions sont décrites dans ce qu'on appelle la physique quantique, dans le cadre d'un modèle qu'on appelle le modèle standard. Bon. Et l'espace-temps du modèle standard n'est pas celui de la relativité générale. Donc ces deux théories ne sont pas compatibles. Et il y a depuis 40 ans, il y a d'énormes efforts qui sont faits en physique théorique pour essayer de trouver un cadre nouveau dans lequel on puisse décrire les quatre interactions ensemble, et donc décrire ce qui s'est passé avant le mur de Planck. Il y a différentes pistes, peut-être que vous connaissez certains noms, la théorie des cordes et d'autres choses. Aucune de ces pistes qui sont à l'ébauche, qui sont des pistes de recherche, qui sont des modèles, si vous voulez, on n'a aucun moyen expérimental de sélectionner parmi les idées théoriques qui sont explorées lesquelles sont les bonnes. On manque de données expérimentales. Par exemple, au LHC, au CERN, qui vient de redémarrer, on donne aux protons qui entrent en collision l'énergie d'un moustique en vol. Et donc on recrée les conditions de l'univers lorsque les particules avaient l'énergie d'un moustique. Et le mur de Planck, c'est quand les particules avaient l'énergie d'un TGV. Donc c'est beaucoup plus, et expérimentalement on est très loin de ces conditions. Simplement, le point important, qui est capital en fait, c'est que quelle que soit la piste théorique que vous utilisez aujourd'hui pour unifier les interactions, et que vous l'appliquiez à l'univers primordial, à l'univers d'avant le mur de Planck, quelle que soit la piste théorique, la singularité initiale disparaît. D'accord? C'est-à-dire, je vous donne un exemple, la théorie des cordes vous dit que la température moyenne dans l'univers est nécessairement finie. C'est-à-dire qu'à tout moment de son histoire et à tout point de son espace, la température dans l'univers est inférieure à une certaine grandeur, qui est très grande, mais qui n'est pas infinie. Et vous voyez qu'il suffit que je dise cela
pour que la théorie des cordes appliquée à l'univers primordial fasse que l'instant zéro va passer à un seul quart d'heure. Parce que l'instant zéro des anciens modèles, il était associé à une température infinie. Donc la théorie des cordes vous dit, le Big Bang, c'est pas ça. C'est pas une singularité. Et vous avez d'autres modèles qu'on appelle des modèles de pré-Big Bang, dans lesquels le Big Bang est une transition de phase entre un univers d'avant, qui est en contraction, jusqu'à ce que sa température atteigne la température la plus élevée, et une fois qu'il l'a atteinte, il rebondit pour devenir l'univers en expansion que nous connaissons. Je ne suis pas en train de vous dire que l'univers n'a pas d'origine. Je suis en train de vous dire que nous n'avons pas la preuve scientifique que l'univers a une origine. Et nous n'avons pas non plus la preuve scientifique qu'il n'en a pas eu. Et donc la question, c'est pourquoi est-ce que la question de l'origine est toujours présentée comme une question fermée, c'est-à-dire l'univers a une origine, la question c'est laquelle, alors que la question qui se pose est celle de savoir si l'univers a une origine. Et quand je parle d'origine, je prends le mot au sérieux, c'est-à-dire l'origine, dire que l'univers a une origine, ça veut dire que l'univers a été précédé par le néant. Parce que si je dis que l'origine de l'univers c'est ceci ou cela, vous voyez bien, je mets une chose à l'origine, ou un être transcendant ou pas. Je le mets à l'origine. Soit cet être ou cette chose a toujours été là, ce qui veut dire que l'univers n'a pas d'origine. Soit cette chose n'a pas toujours été là, ça veut dire qu'elle est elle-même l'effet d'une cause qui l'a précédée, et donc elle n'est pas l'origine. Et donc la question est de savoir si nous serions capables de comprendre une transition qui a fait passer le non-être à l'être, qui a transformé le non-être en être. Est-ce qu'on est capable de penser cette chose? Est-ce que nous sommes capables de penser le rien? Et en prétendant expliquer la transition entre le non-être et l'être, est-ce qu'on ne va pas créer des monstruosités logiques? Par exemple, on va dire que dans le néant, il y a quelque chose qui permet au néant de cesser d'être un néant. Mais ça, vous voyez que c'est contradictoire avec l'idée même de néant. D'accord? Et donc, la question, c'est pourquoi est-ce que nous tenons tant à avoir le fin mot de l'histoire, quitte à le fabriquer? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de vivre sans connaître le fin mot de l'histoire? Merci beaucoup. C'est ce renoncement justement à connaître la fin du monde de l'histoire qu'il faut enseigner et peut-être appliquer et présenter de cette manière. Est-ce que... Si juste pour une précision là-dessus, oui. Si vous voulez, c'est que je pense qu'on a bien compris, et ça c'était une illusion scientiste assez présente, notamment à la fin du 19e, la science ne répond qu'aux questions scientifiques. Voilà. Mais elle est la seule à y répondre. Elle est la seule à y répondre. Et donc, vouloir faire concurrence à la science dans son propre champ, c'est vain. Si vous avez des questions sur l'antimatière, le mieux c'est d'aller voir un physicien qui travaille sur l'antimatière. Il n'y a que lui qui pourra vous répondre. Autrement dit, la science a permis d'exhiber des connaissances qu'on peut qualifier d'universelles. Universelles dans un sens qu'il faudrait préciser, mais je n'ai pas trop le temps. Simplement, et c'est l'autre leçon du XXe siècle, c'est que l'universel de la science est un universel incomplet. Lui aussi, puisque précisément, la science ne répond qu'aux questions scientifiques, qui sont très peu nombreuses, en fait. En physique des particules, mon collègue les a dites, hein, c'est où est-ce que l'antimatière est passée, de quoi est faite la matière noire, de quoi est faite l'énergie noire. Voilà, en gros, les questions qu'on se pose, et le LHC va essayer d'avancer un peu dans les réponses. Bon, c'est pas des questions qui passionnent les foules, hein. D'accord ? Les questions qui nous intéressent, c'est les questions qui sont relatives à nos valeurs. Comment vivre ensemble, comment fonder l'idée de liberté, comment penser l'idée de justice, etc. Comment vivre ensemble. Voilà les questions qui nous intéressent. Et là, la science ne vous aide guère. Même si la cloison entre les connaissances et les valeurs n'est pas aussi étanche qu'on le dit. Par exemple, un être humain qui sait que l'univers a au moins 13,7 milliards d'années, et que l'homme n'y est apparu qu'il y a 2 ou 3 millions d'années, pardon, c'est-à-dire que l'univers a passé le plus clair de son temps sans nom, est un être humain qui va penser son rapport à l'univers différemment de celui qui pense que l'univers a 6000 ans et que l'homme y est apparu tel quel. Donc il y a des connaissances qui changent notre position par rapport à l'univers. Donc la séparation entre la connaissance et les valeurs n'est pas aussi étanche que beaucoup voudraient nous le laisser penser.
Et donc, moi je pense que le discours qu'il faut tenir, c'est que la science mérite d'être connue pour elle-même. Elle répond à des questions qu'elle est la seule à se poser. Et elle est la seule à pouvoir y répondre. Maintenant, toutes les autres questions, celles qui sont donc relatives aux valeurs, on pourrait y répondre soit en puisant dans la religion, soit en s'en passant, certains le font. Autrement dit, il y a une certaine liberté de choix sur la manière individuelle de répondre à des questions relatives aux valeurs. Et d'ailleurs, on le voit bien, et c'est ça qui est source de conflit. C'est que justement, nous ne sommes pas d'accord sur nos valeurs. Et c'est en gros autour de ces questions que les querelles commencent. Mais au moins, il s'agirait de ne pas relativiser la science en disant, finalement, elle ne s'intéresse qu'aux questions scientifiques. Et si les questions scientifiques ne nous intéressent pas, nous avons le droit de la laisser de côté. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui se passe. Au motif qu'elle ne répond pas aux fins mots de l'histoire, nous la marginalisons. C'est une chose que Nietzsche avait prédite dans un texte de L'humain trop humain qui s'appelle L'avenir de la science. Il y a un texte d'une page dans lequel il dit que notre goût pour la science va s'émousser à mesure qu'elle nous garantira moins de plaisir. Et c'est un peu ce qui se passe. C'est surtout le vertige que l'on ressent et nos peurs et nos désirs que l'on essaye de combler dans cette confusion que l'on cherche entre... Oui, mais ça c'est une question pour, pas une question pour les psychanalystes. C'est pas une question qui a à voir avec Dieu et la science, c'est une question pour la psychanalyse. Pourquoi est-ce qu'on veut éliminer les peurs? Pourquoi est-ce qu'on veut éliminer l'effroi? On peut très bien vivre avec le mystère. La question de l'origine, je pense que franchement, on ne saura jamais. On ne saura jamais si l'univers est d'origine ou pas. On ne le saura jamais. On ne pourra jamais démontrer que l'univers a été précédé par rien. Puisqu'on peut expliquer l'apparition d'une chose en physique ou en science qu'en invoquant une autre chose qui l'a précédée. Donc pour un physicien, le mot origine veut dire achèvement. Quand je comprends l'origine des atomes, je décris l'ensemble des processus antérieurs à l'apparition des atomes qui ont fait apparaître les atomes. Donc le mot l'origine des atomes, c'est décrire un processus dont l'atome est la fin. Okay. Maintenant, si je m'intéresse à l'origine de l'univers, ça veut dire que je comprends l'apparition de l'univers comme la fin d'une histoire qui l'a précédée. Ça veut dire qu'avant l'origine de l'univers, il y avait quelque chose. Et donc c'est pas l'origine. Est-ce que vous voulez réagir au propos d'Étienne Klein? Je crois que ce qu'il a rajouté en deuxième partie, lorsqu'il a parlé, en fait, a concilié un petit peu. Au début, il semblait se positionner un peu perpendiculairement à ce que je racontais. Mais puis dans la deuxième partie, je crois qu'il a commencé à concilier parce que, permettez-moi de dire où je pense qu'il y a accord et désaccord. Commençons par les désaccords, puisque vous semblez penser qu'il y a un gros désaccord. Moi, je n'ai jamais parlé de fin d'histoire, de fin mot de l'histoire. Je n'ai jamais dit que la religion ou la croyance ou le théisme se base sur l'origine quelconque. En fait, j'ai dit, lorsque vous avez mentionné Al-Ghazali qui était le théologien musulman, qui contredisait les philosophes, Averroès, qui est ma référence, qui pensait que l'univers était infini. Donc vous voyez que cette idée d'infini, d'origine ou pas origine, ne faisait pas que quelqu'un était croyant ou pas. Moi je pense que le croyant, certainement ne mise pas sa croyance sur le fait qu'il y a origine ou pas origine, ou que l'univers, il y avait un pré-Big Bang ou pas un pré-Big Bang. Je crois que, à la limite, pour le croyant, c'est un détail intéressant, mais c'est un détail. Deuxièmement, le fait qu'il y a des développements, le fait qu'il y a des mystères, le fait qu'il y a des pistes qu'on ne sait pas, qu'il restera toujours des choses qu'on ne saura pas, ne dérange pas le croyant. Je pense que ça, au contraire. Mais j'ai insisté, le seul point sur lequel je pense que nous sommes en accord, le point sur lequel j'ai insisté, c'est que la croyance d'aujourd'hui, la philosophie, j'ai dit, la cosmologie du grand public, le grand public veut comprendre cet univers, il est comment, et par rapport à moi surtout. Le grand public veut savoir, ne veut pas juste savoir l'univers, qu'est-ce qu'il a comme énergie noire ou matière noire ou antimatière ou autre. Il veut savoir cet univers, il est immense. Ça veut dire quoi?
Et quand je lui dis, mais il est immense parce qu'il est en expansion, parce que ça a pris du temps pour que nous apparaissions, etc., ça le convainc un peu plus. Il dit, ah oui, je vois où je me situe par rapport. Et moi, je suis formé de quelle matière? Est-ce que cette matière noire, est-ce qu'elle correspond à la matière que je connais et à laquelle je m'associe, etc., ou pas? Ou est-ce qu'elle est différente? C'est ça que le grand public veut comprendre. Et j'ai insisté qu'il est impératif à tout le monde aujourd'hui de bien saisir tout ce que dit la science. C'est là que je pense que nous sommes en accord. Et je pense que lorsque on explique aux gens que nous avons des outils aujourd'hui, des outils de la science et de la science uniquement, qui permettent de connaître l'histoire de l'univers, qui permettent de connaître la structure de l'univers, qui permettent de savoir où nous sommes par rapport à cet univers. Je crois que le croyant aujourd'hui, si on lui dit « nous sommes dans une galaxie parmi 100 milliards de galaxies », c'est pas la même chose que si on lui dit « nous sommes dans une Terre autour de laquelle tout tourne ». Évidemment, cette cosmologie scientifique, ces preuves scientifiques, elles changent la conception du monde de ce croyant. Qu'il soit croyant ou pas, enfin mais je pense que il est important de positionner la science au centre, mais il est important aussi de ne pas penser que la science, il n'y a que la science qui mérite d'être étudiée et qui donne effectivement des réponses, et que lorsque la science a donné les réponses qu'elle a, évidemment elles sont limitées, et que voilà, on clôt le débat. On dit, ben non, mais il y a encore d'autres questions qu'on peut se poser, il y a encore ce que vous appelez les valeurs, l'existence, le sens, où on va, est-ce qu'on est vraiment centraux ou pas centraux, dans quel sens, l'univers, etc. Et je pense que ça, c'est riche comme discussion et il ne faut pas y renoncer. Bien, écoutez, merci beaucoup. Je vous propose que l'on écoute Marie-Hélène Gritchenko. Vous nous proposez le parcours à la fois étonnant et exemplaire de Louis Bouillet. Est-ce que vous pouvez nous présenter Louis Bouillet? Et puis on aura bien sûr l'occasion de discuter de nouveau par la suite ensemble. Voilà, alors moi je ne suis ni philosophe ni physicienne, et donc je ne peux apporter ici que le point de vue de l'histoire et de la théologie, et donc je vais m'appuyer sur la pensée d'un théologien français. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous rapprocher de la... Voilà, Louis Bouillet, qui a donc écrit un livre intitulé « Cosmos, le monde et la gloire de Dieu ». Donc en fait son titre déjà veut rendre compte de la tension fructueuse qu'il y a finalement entre les deux réalités en présence, le monde et Dieu, dans la manière dont nous voulons essayer de comprendre un peu notre présence en ce monde. Donc la conjonction « et » ne veut chez lui engendrer ni mélange, ni séparation, ni panthéisme, ni rationalisme. Le terme « cosmos » en fait évoque pour lui la vision d'un monde perçu par l'intelligence comme ordre et beauté, c'est le terme grec. Tandis que la gloire de Dieu, c'est l'éclat divin qui transparaît dans la réalité cosmique, les deux étant présents dans l'expérience humaine, mais doivent être distingués, puisque Dieu, pour le croyant, donc, est le créateur de l'univers, mais il est distinct de sa création. Donc dans sa pensée, il y a plusieurs choses qui m'ont intéressée, j'en relève trois aujourd'hui. D'abord la place qu'il accorde à la pensée mythique, comme fondement en fait de la connaissance humaine, qu'elle soit profane et religieuse. Son attention deuxièmement à la dimension historique de toute pensée, scientifique ou théologique. Et en troisième point, sa méthode d'interprétation du monde ou de la Bible, qui va essayer de dépasser l'opposition apparente entre foi et raison, pas pour rentrer dans une confusion, qui est celle du mythe, mais en associant trois termes, expérience, science et sagesse, qui ont chacun en fait un point important et qui peuvent rentrer dans une polarité pour essayer d'approfondir notre expérience du monde. Donc premier point, l'unité première du mythe qui doit être critiquée par la raison et purifiée par la foi. Louis Bouillet ne présente pas d'emblée une espèce de cosmologie chrétienne que nous aurions à accepter ou à rejeter comme telle. Pour lui, en fait, toute vision du monde est d'abord vraiment personnelle, et tout va devoir s'enraciner en fait dans l'expérience de l'homme, de chaque homme, qui est à la fois donc sensible et intelligible. Donc loin de vouloir
placer science et foi dans un concordisme artificiel, ou de prendre pour acquis une rupture radicale entre croire et savoir. Sa démonstration reconnaît d'abord une nécessaire distinction entre les deux registres, mais qui se greffe dans une unité première qui est celle de la pensée mythique. Les mythes cosmologiques, à l'origine, comme l'expliquait Mircea Eliade, ne sont pas de simples fables. On a souvent l'idée, les mythes, c'est une fable, ça n'a... Pour Mircea Eliade, qui le montre dans l'histoire des religions, les mythes sont conjointement une explication de la genèse du monde et un modèle pour l'action de l'homme. En fait, dans la pensée mythique, l'homme se dit tel les dieux ont fabriqué l'univers à l'origine, tel je vais poser mon action aujourd'hui. Donc on a tout à la fois une recherche des causes et une réflexion donc, sur l'agir humain. C'est très net dans les cultures anciennes, on voit que le mythe est toujours associé en fait au rite. Les deux interfèrent. Donc l'homme y formule conjointement une première rationalité de son environnement cosmique et le sens spirituel de son existence qu'il tente d'accorder à la réalité perçue. Donc le mythe surgit de l'expérience personnelle de l'homme s'ouvrant au monde et qui perçoit une cohérence, la rationalité d'un tout et peut-être la présence de quelqu'un que le langage humain appelle Dieu. Donc, cette expérience est à la racine de toute pensée humaine, qu'elle soit profane ou religieuse. Mais la raison va intervenir, critiquer, analyser le mythe pour saisir le monde en vérité, tandis que la foi va transfigurer le mythe dans l'accueil de la révélation. Parce que la connaissance mythique est ambiguë, elle entretient une confusion entre le divin et la réalité cosmique, elle tend à l'idolâtrie en asservissant l'homme à des puissances cosmiques, et surtout, Louis Bouillet le montre, en fait, la pensée mythique peine à rendre compte d'une autre expérience de l'homme, qui est celle du mal. L'homme, face au monde, perçoit aussi quelque chose. Le monde ne parle pas que d'ordre et beauté, il parle aussi de souffrance et de mal. Et c'est à cette question que répond plus particulièrement la révélation biblique. Son objectif n'est pas la connaissance du monde en soi, comme la science, mais la rédemption de l'humanité et la transfiguration de l'univers créé. Donc, la pensée mythique peut apparaître comme un troisième terme, accueillant pour la rencontre entre pensée scientifique et réflexion croyante. Pour Louis Bouillet, elle est à la base et elle est indépassable. Ce n'est pas une strate, en fait, révolue du développement de l'humanité, c'est la manifestation de la puissance symbolique de la pensée humaine qui est au fondement de toute connaissance. Image des mythes et concepts logiques communiquent. Le ciel nous parle d'infini, le rocher nous parle de fidélité, l'arbre nous parle de croissance. Et la révélation va utiliser le matériau du mythe, mais le purifier. La science peut y trouver aussi des intuitions. Tout part de l'expérience de l'homme et tous les acquis ultérieurs, soit dans le mythe, soit dans le logos de la science, soit dans la parole de révélation, peuvent s'y intégrer et contribuer harmonieusement au développement intégral de l'homme. Les trois pôles sont en constante interaction et en fait la connaissance réfléchie serait donc un cycle ternaire partant de l'unité première confusément saisie dans la pensée symbolique ou mythique. Ça passe ensuite par l'analyse critique et rigoureuse de la connaissance logique et tend vers une nouvelle cohérence dans une sagesse. Dans ce cadre, Louis Bouillet dénonce la position fondamentaliste qui accueille le mythe sans le critiquer par la raison. Ça donne une foi tronquée. Mais il écarte aussi la position rationaliste qui refoule le mythe dans le subconscient sans pouvoir l'évacuer. Pour lui, nos sociétés post-chrétiennes demeurent porteuses de mythes et si elles sont affranchies de la conscience réflexe, les mythes peuvent remonter au niveau personnel, dans le rêve ou l'expression poétique, se déployer aussi en fait, dans l'imaginaire collectif et ils peuvent échapper à la saisie d'une conscience prétendument claire et parfois dériver dans des expressions néfastes pour l'humanité. Donc la foi et la raison doivent s'en saisir pour les purifier et fonder le socle de notre vie commune. Donc il importe de maintenir la différence entre un humanisme ouvert au croire et une foi ouverte au savoir,
Pour remédier à l'opposition entre croire et savoir sans retomber dans la confusion, le père Antoine Guggenheim, qui enseigne ici, montre que, en fait, certains humanistes maintenant permettent de tenter des ouvertures possibles entre foi et science chez les héritiers des Lumières. Il montre que Julia Kristeva propose une relecture perspicace de Freud qui permet de rétablir l'existence d'un besoin pré-politique et pré-religieux de croire, qui a été laissé en jachère par la sécularisation. La foi n'est pas seulement religieuse. Avec Russell, on peut aussi reconnaître, à côté de la connaissance directe, personnellement établie, une connaissance indirecte qui implique la confiance dans la parole du maître. Et donc Antoine Guggenheim définit cette foi-raison humaine comme une connaissance rationnelle, capable de distinguer le vrai du faux, de discerner le bien du mal. Sans négliger la dimension critique nécessaire du savoir, elle valorise la confiance éprouvée. La connaissance indirecte du monde d'autrui par la confiance éprouvée et par l'amour actualise l'universalité particulière de chaque culture et provoque donc la rencontre des cultures. Donc ça m'amène à montrer la prise en compte du déploiement historique de la connaissance, qu'elle soit scientifique ou théologique. La conscience historique est un appel en fait à la modestie du discours des sciences et de la théologie. Dans la condition actuelle, nous ne savons pas tout, ni sur Dieu, ni sur le monde. Louis Bouillet donc utilise beaucoup la catégorie de mystère. Selon Gabriel Marcel, le mystère n'est pas quelque chose qui serait totalement irrationnel, mais quelque chose au contraire qui possède une telle rationalité qu'il est tout le temps susceptible d'approfondissement. Donc, en fait, Louis Bouillet va montrer comment, dans l'histoire, toutes les civilisations ont cherché à rendre raison du monde, et voilà, l'homme se posant la question du monde qui l'entoure. Donc, on a des échanges divers entre mythos et logos au sein des cultures humaines, qui sont la source, en fait, d'un dynamisme de croissance et la matrice de civilisation. La réflexion des philosophes grecs part des mythes, et bientôt chez eux, la pensée logique va s'opposer aux mythes. Ce n'est pas le schéma universel. Et il montre que dans la pensée indienne, par exemple, les spéculations philosophiques vont se déployer à l'intérieur du mythe, sans le détruire. En Chine, les échanges sont diversement interprétés dans les traditions du taoïsme ou du confucianisme. Dans les civilisations du croissant fertile, le mythe a donné naissance à une sagesse qui, pour devenir ensuite une pratique profane, va conserver toujours un lien avec le divin. L'enracinement de la Bible dans les mythes du croissant fertile est évident, mais le remaniement des symboles métamorphose tous les points de vue fondamentaux sur la réalité cosmique et humaine. Au plan de l'histoire de la pensée, la Bible témoigne de l'émergence de quelque chose d'une nouveauté absolue. Dieu est parfaitement transcendant au monde et l'homme, image de Dieu, est librement appelé à parachever une création bonne mais déchue et à participer à la vie divine. C'est le point de départ de tous les monothéismes et cela offre en fait à la réflexion humaine des perspectives jusque-là insoupçonnées. La création ex nihilo n'avait été envisagée par aucune pensée antique, profane ou religieuse, et elle a ouvert des perspectives à la réflexion philosophique, permettant en fait d'envisager l'autonomie réelle du créé devant Dieu, qui finalement librement pose face à lui un monde totalement bon dans toutes ses composantes, matière comprise. Jusqu'au XIIIe siècle, connaissance du monde et compréhension de l'écriture vont s'exprimer dans la conscience d'une polarité assez harmonieuse. Le monde éclaire la Bible et en retour, la Bible éclaire le monde. Et sur ces bases, la Renaissance va se tourner avec confiance dans l'étude d'un monde tout entier créé par Dieu et pleinement rationnel. L'homme devient, là, dans cette pensée, le centre et la mesure de toute chose, et le monde est l'alphabet donné à l'homme pour découvrir le Verbe éternel. Pour Louis Bouillet, donc, la science au sens moderne a trouvé dans la pensée judéo-chrétienne, sans oublier les apports justement de l'islam, ses conditions de possibilité. Mais pour Louis Bouillet, la modernité occidentale se caractérise aussi par une opposition entre mythos et logos sans égal dans les autres cultures, même si la pensée grecque en avait posé les prémices. Donc il voit dans le Moyen-Âge tardif un premier dépérissement de la pensée religieuse du monde,
La quête des anciens associait deux aspects de la vérité. Dans la conception grecque, c'est aletheia, un dévoilement. Et dans la pensée biblique, c'est plus émet, c'est-à-dire une relation de confiance. Donc au XIVe siècle, il trouve dans la philosophie nominaliste, en fait, une sorte de dépérissement de cette polarité, puisque la pensée nominaliste va proposer un Dieu inconnaissable et contraignant. Et lorsque la science au sens moderne va émerger, Louis Bouilhet, du coup, dénonce un dessèchement religieux déjà avancé qui perturbe, en fait, le dialogue entre cette science naissante et la foi. Loin de déprécier la science, Louis Bouilhet rappelle l'en-deçà et l'au-delà de ce qui est visé par la connaissance scientifique. Sa réflexion, donc, se veut un essai d'interprétation chrétienne de la vision scientifique du monde. Louis Bouilhet constate comme de science et hommes d'église ont cédé ou réagi sans discernement suffisant aux représentations de la science positiviste. Or, finalement, cela ne correspond plus à ce que la science dit aujourd'hui. Je m'avance peut-être là, mais la science de la fin du XIXe siècle pensait pouvoir expliciter et dominer rapidement la totalité de l'univers. Et on a vu le tournant finalement du XXe siècle avec la physique quantique, la théorie de la relativité. La science s'est ouverte sur une vision bien plus complexe dans l'infiniment grand et l'infiniment petit. Donc ruse de la nature ou humour du créateur, le progrès des sciences ouvre aussi une nouvelle perspective qui appelle à de nouveaux efforts pour essayer d'expliciter ou d'interpréter le monde. Le dialogue entre science et foi est d'autant plus nécessaire que la science aussi est couplée avec la technique. Celle-ci interfère parfois dangereusement sur l'homme, la société et le monde. Et Louis Bouilhet rappelle que la science n'est pas le seul mode légitime d'appréhension du monde, parce que le monde n'est pas seulement une chose à disposition de nos besoins, mais également la demeure commune de l'humanité et le lieu de la rencontre avec Dieu. Donc il s'appuie sur des penseurs comme Whitehead ou Wittgenstein, et il rappelle que toute connaissance a une portée subjective et éthique. Nous connaissons le monde selon ce que nous voulons y faire ou en faire. Il affirme donc les symboles de la science sont orientés vers une préemption du monde qu'on cherche à utiliser pour certaines fins, alors que les symboles utilisés par la religion essaient de replacer l'homme dans sa situation primitive, fondamentale à l'égard du monde, et le monde lui-même à l'égard de la transcendance. Il n'est donc pas question d'opposer science et mythe comme s'il y avait d'un côté une vérité littérale et de l'autre des symboles fallacieux. Il y a seulement des types différents de symboles qui tous, dans leur utilisation actuelle, n'atteignent la vérité que d'une façon tâtonnante, imparfaite et constamment à corriger. Donc pour éviter les pièges d'un réalisme naïf ou du rationalisme entre Dieu et la science, il y a l'espace de l'interprétation d'une herméneutique. Donc c'est mon dernier point. Sa méthode d'interprétation du monde va reposer sur une triade, expérience, connaissance, sagesse. Et ça s'applique aussi bien au monde qu'à la Bible. Il va chercher à dépasser l'opposition apparente entre foi et raison en associant donc ces trois termes d'expérience, science et sagesse, ou selon les termes bibliques qu'il emploie, mysterion, gnosis, sophia. Ça va actualiser en fait l'herméneutique des anciens. Toute sagesse constitue une connaissance aimante, associant intelligence spéculative et pratique, quête personnelle et édification d'une communauté. Donc la foi manifeste la quête de sens inhérente à la raison humaine, qui est toujours inassouvie. L'œuvre de Louis Bouilhet donc inscrit toute connaissance dans la perspective de la sagesse et de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. L'Église proclame sa foi dans la parole de Dieu venue dans le monde et dans l'assistance de l'Esprit envoyé pour la guider vers la vérité tout entière. Et donc la révélation doit encore se déployer dans une pleine universalité et recueillir les fruits de toutes les cultures qui doivent dialoguer dans l'assurance que sagesse de Dieu et sagesse créée ne s'opposent pas, mais ont une même source et doivent se rejoindre au terme de l'histoire. Dans cette perspective, la rencontre entre science et révélation doit se proposer de manière non pas intrusive et concurrente, mais dynamique et convergente. Comme le dit le père Guggenheim, en ce monde, assez de Dieu est visible pour croire en lui, assez de Dieu est invisible pour ne pas croire en lui. L'agnosticisme de méthode exigé par les sciences met l'observateur à distance pour fonder sa neutralité bienveillante, ce qui est légitime et positive, en promouvant du coup une observation objective et partielle.
En revanche, elle n'implique pas l'abolition des dimensions éthiques et spirituelles pour l'interprétation de l'expérience. Dans les sciences humaines en particulier, à moins de réduire jusqu'à défigurer l'expérience spirituelle de l'homme, on ne peut pas dissocier ni confondre donc les dimensions éthiques et l'agnosticisme de méthode. Plus encore, les scientifiques ne doivent pas transporter leur agnosticisme de méthode dans la vie de leurs contemporains au nom de leurs compétences. L'agnosticisme méthodologique des sciences humaines n'équivaut pas à un agnosticisme philosophique et n'implique pas d'y adhérer. Les enjeux de la question sont déterminants pour l'histoire, la vie en société et le dialogue interreligieux. Louis Bouillet va donc rappeler que la théologie catholique tient compte des limites de l'analogie entre Dieu et le monde créé. Les images et les concepts humains qui cherchent à dire Dieu sont toujours insuffisants, mais ils expriment une vérité partielle et toujours à approfondir. La double affirmation des pères de l'Église et des grands scolastiques, je crois pour comprendre et je comprends pour croire, s'est maintenue jusqu'au XIIIe siècle. La méthode d'enseignement mettait alors en œuvre la triade legere, meditare, contemplare, comme une quête de sagesse et d'unité. Les modernes ne conservent que deux termes dans l'élaboration de la connaissance, expérience et science. Pourtant, l'enseignement comme la recherche scientifique ne peut pas se séparer de l'activité contemplative, car la recherche de la sagesse n'est pas un objectif moins universel que finalement la science. Hugues de Saint-Victor exprimait également au XIIe siècle le travail herméneutique des textes profanes ou sacrés en trois étapes dynamiques. Il y avait la littéra, l'étude de la lettre, au sens étroit, le sensus, le sens contextuel, tout ce qu'on pouvait recevoir aussi pour éclairer la lettre, et la sententia, qui était la détermination d'un sens littéral plénier, visant l'enseignement, où finalement eh bien, le professeur s'engageait avec tout ce qu'il possédait pour éclairer la question. Pour Antoine Guggenheim, la triade phénoménologique expérience, induction, réduction éclaire d'un jour nouveau la définition ancienne du sens littéral, litera, sensu, sententia, et le chemin de la connaissance et de l'enseignement, lectio, meditatio, contemplatio. Cela renouvelle l'exégèse des textes bibliques comme parole vivante et cela facilite la rencontre avec les sciences de l'homme. Ça donne à la théologie de reprendre place dans le dialogue avec la culture contemporaine pour dire la foi et l'approfondir de manière nouvelle, mais sans vouloir abolir absolument la connaissance scientifique qui a tout à fait son temps dans le sensus d'une connaissance objective, pratiquant tout à fait les méthodes des sciences. Les trois moments discernés dans la réflexion de Louis Bouillet sur le cosmos associent expérience, science et sagesse en lien à la pensée mythique, logique et révélée, et il propose un chemin de connaissance qui ne propose pas par saut d'une étape à une autre, mais suscite un dynamisme entre trois pôles qui doivent s'approfondir mutuellement. Donc ce chemin actualise une approche assez traditionnelle, et en conclusion, vous montrez que son approche, donc, qui insiste sur l'expérience et la condition historique de l'homme, m'apparaît essentielle pour renouer donc un dialogue entre science et foi. Louis Bouillet rappelle l'unité des deux faces du tableau, cosmos et gloire de Dieu, matière et esprit. Pour lui, la matière est une fausse évidence, esprit et matière sont les deux pôles conjoints de la réalité créée. L'homme, esprit incarné, a pour vocation de parachever la création et de le rendre à la louange de Dieu. Depuis 1982, date de l'édition de son livre, certaines de ses interprétations sur l'état des sciences mériteraient certainement d'être actualisées. Mais sa théologie du cosmos n'est pas une simple cosmologie livrée pour satisfaire notre curiosité intellectuelle, voire religieuse. Pour Louis Bouillet, la révélation ne cherche pas à répondre aux questions de la science, c'est le sens de toute l'histoire qu'elle éclaire pour vivre le monde en amour et en vérité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marie-Hélène Grishenko. J'ai relevé plusieurs points dans votre présentation. Est-ce que, donc l'importance de la pensée mythique, est-ce que la science peut s'inspirer, peut trouver des intuitions dans la pensée mythique? Qui veut répondre? Étienne Klein, peut-être. Bon, peut-être, mais en tout cas, il faut résister à
un phénomène qui est difficile d'ailleurs à contrecarrer, que personne appelait le mouvement rétrograde du vrai. C'est-à-dire une fois qu'on a découvert quelque chose, on a tendance à le rétro-projeter dans des textes anciens, comme si le sens des mots n'avait pas été modifié. Par exemple, quand on parle du temps et qu'on lit le mot chronos chez les Grecs, on pense que dans l'esprit des Grecs, chronos, ça désigne le temps tel qu'on le pense aujourd'hui, alors que les Grecs avaient une toute autre idée de cette chose-là. Et donc il faut se méfier de cette transposition vers le passé. Et je répète que, à ma connaissance, il n'existe pas de découverte scientifique qui résultait d'un travail approfondi sur un texte. Voilà. Sur une pensée multiple. C'est la grande découverte de Galilée, c'est que ce n'est pas en lisant des livres qu'on va découvrir ce qu'est le monde. C'est en faisant de la théorie et ensuite de l'expérimentation, et non pas de l'observation, parce que l'observation nous trompe. Toutes les lois physiques contredisent l'observation. Hein, par exemple, si vous faites tomber un corps lourd en même temps qu'un corps léger, vous verrez que le corps lourd tombe plus vite que le corps léger. Et la loi de la chute des corps vous dit que tous les corps tombent à la même vitesse. Donc la loi de la chute des corps dit le contraire de ce que vous observez. Et toutes les lois physiques sont comme ça. Et donc on les a découvertes non pas en faisant des observations, mais en montrant par la théorisation puis l'expérimentation que l'observation nous trompe, et en tout cas qu'elle mérite d'être réinterprétée, parce que en fait, quand on fait tomber des corps dans l'air, évidemment il y a une force supplémentaire, qui est la résistance, et c'est elle et seulement elle qui est responsable de la différence de vitesse entre les corps lourds et les corps légers. Et donc, mon point, c'est simplement de dire que nous avons tous des croyances, religieuses ou autres, et elles sont également respectables, sauf quand elles s'expriment de façon trop radicale. Bon. Et il y a des connaissances scientifiques ou autres que nous avons la liberté d'ignorer. Moi, j'ai des étudiants qui lisent la science, ça ne m'intéresse pas. Bon, ils ont le droit. On a le droit de ne pas vouloir connaître ce que nous connaissons. On n'est pas obligé de faire de la science. On n'est pas du tout obligé de s'intéresser à ce que font les scientifiques. Mon point, c'est simplement de dire que nos connaissances scientifiques ne peuvent pas être dites dans les termes par lesquels nous disons nos croyances. C'est tout. Nous ne pouvons pas dire les connaissances dans les termes des croyances. Et même, monsieur, quand vous dites « maintenant nous savons pourquoi l'univers est grand », non, la science, elle nous dit que l'univers est grand. Alors grand, il faut le préciser par rapport à notre taille à nous. Parce que dans l'absolu, être grand, ça ne veut rien dire. On est grand par rapport à quelque chose. Elle nous dit aussi d'où vient que l'univers est grand. Mais elle ne dit pas pourquoi l'univers est grand. D'accord ? Elle nous dit d'où vient qu'il soit devenu grand. Et en disant il fallait le temps que l'homme apparaisse, on introduit une cause finale. C'est-à-dire, on introduit l'idée que l'univers est grand pour que l'homme puisse apparaître. Or, c'est pas du tout ce qu'on peut dire à partir simplement de la science. C'est une sorte d'interprétation qui rend justice à la place de l'homme dans l'univers à partir d'un argument qui s'appuie sur la science, mais qui en fait le prolonge avec une cause finale dont les scientifiques essaient de se débarrasser. Merci beaucoup. Vous voulez réagir ? Je voulais répondre un peu rapidement à ce dernier point et puis revenir à l'idée de l'inspiration du mythe, etc. Non, je n'ai pas dit le pourquoi dans le sens, voilà l'explication de l'univers étant ce qu'il est. J'ai dit qu'il est utile aux gens de comprendre et de ne pas tomber dans cet effroi que cet univers, il est tellement immense que voilà, je suis complètement perdu. Je leur dis, mais il y a une cohérence au fait que l'univers est immense, au fait que l'univers a l'âge qu'il a, grosso modo, au fait que nous ayons évolué durant ces quelques milliards d'années à partir de l'apparition de la vie, à partir de l'évolution des animaux, etc. Donc ce n'est pas une explication de l'univers, c'est une interprétation qui est cohérente, qui donne du sens et qui permet au grand public de comprendre cette cosmologie dans un sens beaucoup plus culturel. Moi, sur lequel j'insiste, il y a 2 points. Un, c'est que la science est importante et elle est fondamentale et elle doit être prise en compte. Ça, c'est clair dans tout ce que je dis. Deuxièmement, le point sur lequel j'insiste, c'est qu'il est important de ne pas se déconnecter, que la science ne se déconnecte pas du reste de la société. C'est comme une locomotive qui avance, va de plus en plus vite, mais se rend compte un de ces jours que mais les wagons, la connexion au wagon a été cassée depuis longtemps. Et donc la locomotive continue d'avancer très très vite.
Mais quel est le but de la locomotive? Mais c'est de tirer les wagons, c'est de tirer toute la société, c'est le progrès, c'est l'avancement dans notre intellect, de notre compréhension du monde, de notre vie, de nos relations, de devenir un peu plus sage, comme vous avez dit, d'avoir des principes environnementaux, etc., etc. Donc, ce que nous apprenons de la science, il est important qu'on le communique et qu'on le raccorde avec ce que la société doit comprendre et doit saisir, sans pour cela toucher à ce que la science fait ou à ce que la science dit. Maintenant, pour ce qui est des mythes, bon, première des choses, c'est qu'il est évident que la science est une méthode, il y a une méthodologie, il y a une rigueur, et que tout doit être soumis à l'expérimentation, à la cohérence mathématico-scientifique, qu'elle soit physique, biologique, etc., etc. Mais ceci dit, deuxièmement, j'ai dit et répété qu'il n'y a pas de science à tirer dans les textes sacrés, et qu'il ne faut surtout pas, et ça je le répète souvent aux musulmans qui font beaucoup cette erreur, d'aller chercher dans les versets, de trouver des choses et de dire, ben voilà, regardez, le texte disait déjà ceci, cela. Et moi, je combats très, très, très fortement cette tendance et ce mouvement. Mais je dis aux gens que l'inspiration, de manière générale, l'inspiration peut venir de n'importe où. Quelqu'un peut voir, je ne sais pas, une balle se glisser sur un drap et dire « Ah tiens, peut-être que la gravitation fonctionne comme ça ». Bon, ça ne veut pas dire que « Ah ben voilà, je fais de la science de cette manière ». Ça veut dire que j'ai une idée, j'ai une inspiration, j'ai un modèle qui se formule dans ma tête, et ben je vais aller voir est-ce qu'il s'applique à la réalité de la vie. Murray Gell-Mann, par exemple, raconte, lui, il dit que le Eightfold Way des quarks, et des maisons, lui est venu à l'esprit lorsqu'il lisait, je crois, un livre bouddhiste, je ne sais pas quoi. Il a dit, je me suis dit, ah tiens, peut-être que l'organisation peut se faire de cette manière, je ne sais pas comment on appelle en français le Eightfold Way, et il dit, et puis après, quand j'ai vu que ça pouvait s'imbriquer, je me dis, ah tiens, ça marche. Mais évidemment que l'inspiration initiale qui était venue de je ne sais plus quel livre, mais c'est une anecdote à la fin, parce que ce qui est important après, c'est la science, c'est toute la méthode, c'est toute la rigueur, c'est toute l'expérimentation, etc. Et il y a beaucoup de gens qui ont eu des inspirations à droite et à gauche qui se sont avérées complètement fausses et complètement nulles. Donc on ne peut pas bloquer les gens en leur disant « Non, non, vous ne pouvez pas vous inspirer de telle histoire ou de tel mythe ou de tel livre », mais il faut insister que cette inspiration, d'où qu'elle vienne, elle doit être soumise à la rigueur méthodologique de la science. Oui, c'est tout à fait la position, hein. C'est justement la critique, l'importance de la critique justement de cette position-là. La pensée mythique, pour lui, doit toujours être critiquée. Donc confronter en permanence la pensée mythique à une sorte de critique de l'expérience. Oui, en fait, dans son idée de la pensée mythique, ce qu'il montre, c'est qu'au départ, dans l'expérience de l'homme, le fait, voilà, je suis dans le monde, se pose deux questions, la recherche des causes, hein, et là, du coup, après, on arrive dans la méthodologie des sciences rigoureuses, et il y a aussi cette idée de comment je m'engage dans le monde, et que ça, c'est l'idée de la foi. Et que donc, à partir de là, il dégage deux pensées, la pensée religieuse et la pensée des sciences, qui sont tout à fait distinctes. Tout en s'exprimant au départ dans l'expérience de l'homme qui est unifiée. L'expérience de l'homme est unifiée, l'homme dans le monde en fait se dit je suis dans le monde, regarde le monde pour essayer de le comprendre, et en même temps se pose aussi cette question existentielle, qu'est-ce que je fais dans le monde? Et que ces deux expériences mènent à la pensée religieuse et l'autre à la pensée des sciences, qui sont tout à fait des méthodologies totalement indépendantes, mais qui sont reliées et dans l'expérience propre de l'homme ne peuvent pas être distinguées. Et dans la personne, ça s'intègre. Dans la personne, la connaissance scientifique et l'aspiration religieuse s'intègrent. Vraiment l'autonomie des disciplines. Il rentre en polarité pour se comprendre. Alors, donc d'une part, si je résume, d'une part, un point de vue qui sépare totalement ces deux sphères, donc sphère scientifique et sphère des croyances, puisque dans le fond, cela ne relève pas des mêmes méthodes, cela ne répond pas aux mêmes questions et ne peuvent pas être comparées. Et d'autre part, donc, vous proposez un faible overlapping en anglais, recouvrement, chevauchement,
et vous proposez une sorte de dialogue à travers le parcours de Louis Bouillet. Ce que je voudrais proposer maintenant, c'est qu'on puisse discuter avec la salle et que vous puissiez répondre. Juste pour ne pas oublier, simplement pour dire que les ouvrages de nos intervenants peuvent être trouvés donc à la librairie du centre et voilà, sont disponibles à la librairie du centre. Alors, qui veut poser une première question ? Oui, bonjour. Moi, j'ai un problème avec le mot chevauchement, en fait, que je n'ai pas entendu dans votre discours. J'ai entendu le mot chevauchement, mais je n'ai pas trouvé justifié dans la manière dont vous l'avez explicité. Et pour moi, c'est une énorme ambiguïté. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que vous décrivez donc le champ scientifique. Voilà, ça c'est une première ligne de force. La deuxième ligne de force, c'est on va rassurer les gens, le grand public, j'ai entendu ce mot plusieurs fois dans votre bouche, on va les rassurer. Bon voilà, mais où est le chevauchement? Je veux dire, il y a deux discours complètement différents. C'est un peu presque, pour revenir à ce que disait Étienne Klein, c'est pourquoi on fait toujours ces réunions, ces discussions entre Dieu et la science? Est-ce que c'est pas plutôt l'homme et la science? C'est-à-dire qu'on est toujours en train de rassurer l'homme sur sa place dans l'univers. La science n'arrête pas de diminuer à la fois sa place dans l'univers toujours plus grand, toujours plus ancien, l'homme étant toujours plus jeune et plus petit. Avec Darwin, c'est pareil, l'homme n'est plus qu'un fruit du hasard. Donc en fait, toutes ces discussions autour de Dieu et la science, c'est toujours l'homme et la science. Et dans votre discours, c'est ce que j'ai entendu. J'ai entendu la science et comment rassurer l'homme par rapport aux découvertes de la science. Oui, on a tous insisté, je crois, sur le fait que sur le plan de la méthodologie, les deux sphères sont indépendantes. Ça, je crois que c'est clairement ressorti. Donc il y a effectivement cette séparation, si on veut, une indépendance méthodologique. Les méthodes de la science sont complètement différentes, elles ne sont pas touchables. Mais j'ai aussi insisté au tout début, j'ai dit que la cosmologie, le concept de cosmologie ne doit pas se limiter au contenu scientifique qui représente le cœur de notre connaissance de l'univers. Qu'il y a autour de cette connaissance qui est donnée par la science, et uniquement par la science, il y a toute une culture, toute une interprétation qui vient s'ajouter ou qui vient se couvrir un petit peu, rajouter, parce que à la fin, comme vous dites, nous traitons des humains, nous traitons de l'homme, nous traitons de la société, de la culture, et j'ai dit qu'il y a des options théistes et non théistes, d'interprétation, de raccordement, etc. Et donc, il y a une espèce de couverture, si on veut, c'est pas un chevauchement, c'est ce overlap du terme anglais. Donc c'est overlap, c'est-à-dire, voilà, on va mettre ensemble ces deux sphères, dont l'une est scientifique, méthodologiquement rigoureuse, qui a ses méthodes, etc., qui donne des résultats, et lorsqu'ils deviennent avérés, tout le monde doit les prendre en compte. Et il y a toute cette culture, qu'elle soit théiste ou non théiste, qui vient s'imbriquer autour, qui doit s'imbriquer autour, parce que, comme j'ai dit, tout ce qui est avéré doit être accepté, et pour lesquels les humains se posent ces questions, et il faut les associer, c'est pas juste les rassurer, c'est pas leur dire n'ayez pas peur, c'est aussi leur faire comprendre qu'il y a un sens à tout cela, qu'il y a une cohérence, qu'il y a que l'histoire, la philosophie, même la théologie, la culture, la sociologie, etc., tout cela peut être regroupé d'une manière cohérente et pas seulement l'astrophysique ou la cosmologie et la science moderne. Voilà. C'est peut-être une question sémantique, parce que ce que l'on appelle cosmologie n'est peut-être pas aussi étendu que ce qui apporte du sens, finalement, à l'existence. J'ai dit que, évidemment, depuis le XXe siècle, la cosmologie, tout le monde comprend par cosmologie le côté scientifique de la connaissance du cosmos. Mais que la cosmologie, dans les livres, dans les cultures, dans les conceptions, il faut bien comprendre que la science aujourd'hui ne représente pas le savoir de la très grande majorité de l'humanité. La plupart des humains lisent des livres qui n'ont pas le contenu scientifique, et donc leurs références, leurs concepts, leurs termes, leur vocabulaire, etc. est différent.
Et bon, il y a une cosmologie scientifique, il n'y a aucun doute dessus. Elle est forte, elle est impressionnante, elle est riche. Mais si on parle aux gens de cosmos, ils ne connaîtront certainement pas le boson de Higgs, ils ne connaîtront pas l'énergie noire, ils ne connaîtront pas l'accélération de l'expansion de l'univers qui a été découverte il y a moins de 20 ans. Mais ils sortiront des concepts ou des idées de cosmologie qui ne sont pas forcément fausses, mais qui doivent être solidifiées par ce que la science a apporté. Voilà, donc c'est pas complètement sémantique, parce que il ne faut pas non plus tomber c'est presque un piège que la science devient un monopole de tous les termes et de tous les concepts. Quand vous parliez de la cohérence, justement, c'est là. Pardon ? On ne vous voit pas. Oui. Ah, d'accord. Donc vous parliez de la cohérence, c'est là le problème qu'on se pose, nous, en tant que... c'est la cohérence dont vous parlez. Est-ce que c'est une vue de votre esprit qui essayait justement de placer une cohérence là où il n'y en a pas? C'est la question qu'on se pose vraiment. Mais c'est à chacun de faire sa synthèse et son harmonie. On peut leur proposer des idées, on peut proposer des lectures différentes, mais à la fin, c'est ce qu'on appelle le worldview, cette vision du monde, elle est éminemment personnelle, ça c'est certain. Donc on ne va pas dicter de conception du monde aux gens, on va leur dire ce qui est certain dans la science, ce qui est encore hypothétique pour l'instant, ce qui est des pistes, ce qui demain peut-être deviendra correct ou corrigé, et on leur proposera peut-être, ou certains, des philosophes, des théologiens, des sociologues, des éducateurs proposeront des manières de mettre tout ça en cohérence, mais c'est à chacun de décider de comment regarder le monde avec tout leur background. Étienne Klein. Non, moi je suis mal à l'aise avec des mots, si vous voulez, comme cohérence. L'idée qu'il y ait de la cohérence devrait inférer l'idée qu'il y a du sens, par exemple, je ne sais pas pourquoi. Mettre en avant de tout, comme le fait la personne que vous avez étudiée, l'ordre et la beauté, comme les Grecs. C'est quoi l'ordre? Et c'est quoi la beauté? Est-ce que la beauté est une qualité intrinsèque du monde, ou est-ce que la beauté suppose un humain qui dise c'est beau? Il y a toutes sortes de questions comme ça. Il ne suffit pas de mettre des mots en avant pour que la question soit résolue. Faire baptiser un problème, c'est pas le résoudre. Et donc, si le but c'est d'être à l'aise, si le but c'est d'être rassuré, si c'est ça le but de l'entreprise humaine, c'est d'être à l'aise, mais toutes les techniques sont bonnes. Chacun fait comme il veut, comme vous le dites, chacun fait sa sauce et il trouve les valeurs qui lui conviennent. Mais il y a toujours un risque, c'est qu'au motif que nous déclarons aimer la vérité, nous déclarions en fait vraies les idées que nous aimons. Hein? Et donc il y a ce piège tout le temps, on choisit les idées qui nous plaisent parce qu'elles sont capables de nous apporter du confort ou du réconfort si on est angoissé, mais il se pourrait que la vérité soit triste, comme disait Renan. En fait, on n'en sait rien. Et donc, moi j'ai compris votre démarche finalement en vous écoutant, c'est que vous dites que le grand public est largué, etc., il a des croyances, et il faut l'amener à la science en partant des croyances et en montrant que la science finalement les éclaire. Mais pourquoi ne pas lui parler directement de science? C'est-à-dire, il y a toujours l'espoir, et j'ai compris que votre démarche est une démarche tactique, c'est-à-dire, vous avez bien fait la différence entre connaissance et croyance, connaissance scientifique et croyance religieuse par exemple, vous l'avez bien dit, mais vous dites, d'un point de vue pragmatique, si on veut que le public vienne à la science, il faut partir de ses croyances et puis les éclairer. Moi je pense qu'il faut plutôt utiliser la science comme une source d'étonnement, c'est-à-dire que la science, et là encore j'insiste sur le fait que je ne parle que de la science moderne, quelque chose d'absolument étonnant, qui provoque, lorsqu'on la prend au sérieux, des chocs dans la pensée, peut-être dans la psyché aussi, mais d'abord dans la pensée, c'est-à-dire comprendre que la science est capable d'expliquer le réel par l'impossible, c'est-à-dire elle explique ce que nous observons par des lois qui contredisent ce que nous observons, c'est quand même des choses qui font réfléchir. Depuis toujours, les philosophes, enfin, depuis toujours, disons, depuis Aristote au moins, et puis les théologiens nous expliquent qu'il y a un lien entre matière et substance et masse. C'est la même notion, qu'on est incapable de penser la matière sans lui attribuer une masse, et qu'on est incapable de penser une masse sans l'avoir incarnée en particules de matière. On a tous appris ça à l'école,
Et bien la découverte de boson-Higgs nous montre que c'est faux. Voilà. Les particules de matière n'ont pas de masse, ou plutôt la masse qu'elles possèdent ne vient pas d'elles-mêmes, mais vient de leur interaction avec le vide qui n'est pas vide. Ça devrait quand même nous intéresser en tant que connaissance. Ensuite, savoir si cette connaissance infère un sens sur nos vies, etc. Bon, chacun fera ce qu'il voudra. Mais d'abord, il y a cette connaissance. Et on doit l'apprécier à la juste hauteur de ce qu'elle signifie. Ni plus bas, ni plus haut. Ni plus haut, parce qu'on pourrait en inférer toutes sortes de choses sur l'origine de la masse, de l'univers, du temps, etc. Ni plus bas, parce qu'en fait, c'est quand même quelque chose qui dit des choses sur la capacité de l'esprit humain à comprendre quelque chose qui ne vient pas de lui. Et donc, ça démontre qu'il y a une sorte d'en dehors de l'esprit que l'esprit peut coloniser en partie. C'est déjà pas mal. Et il me semble qu'il n'y a pas besoin, pour expliquer ça, d'aller partir des croyances pour montrer en quoi cette découverte viendrait nous éclairer, parce qu'il y a tous les problèmes d'exégèse, d'herméneutique, d'interprétation. Bon, moi je suis allé en prison il n'y a pas très longtemps, pas comme détenu, pour parler à des détenus justement de cosmologie. Et comme vous le dites, il y a des gens qui vont expliquer que tout ce qu'on fait, nous les physiciens, est inutile, parce que la sourate truc et la sourate machin dit exactement en plus précis ce que nous peinons à découvrir de façon approximative. Bon, évidemment, ça a lancé une grande discussion avec ces détenus, et ils ont fini par être d'accord sur le fait que nous, on ne travaille pas avec le langage. On ne travaille pas avec le langage. D'accord ? Et ce que nous découvrons ne peut pas être dit dans le langage, en tout cas pas dans le langage ordinaire. Et imaginez qu'on puisse condenser tout ce que la science nous a appris dans des phrases, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et c'est ça qui me rend un peu suspicieux à l'égard de votre démarche, que je comprends d'un point de vue politique. Il faut amener les croyants vers la connaissance, très bien. Mais il me semble que la méthode est ambiguë parce qu'elle sous-entend, le thermographe d'ailleurs le dit bien, un principe de continuité entre les deux. Or, la science ne nous dit pas ce que nous devons penser, mais parfois elle nous indique ce que nous ne pouvons plus croire. Pour ce qui est de la cohérence, je crois que la cohérence n'est pas un terme vague. Lorsque j'ai en face de moi des étudiants, ou on a utilisé le grand public, mais peut-être qu'on va arrêter de dire grand public, parce que ça suppose qu'il y a, je ne sais pas, une masse comme ça, mais même des étudiants. Et ça, je le vois tous les jours. Lorsque, par exemple, des étudiants viennent me dire que oui, j'ai toute une conception du monde, mais qui est basée sur le fait que Adam a été créé directement et spécialement. Donc ça, il y a clairement incohérence, il y a clairement conflit. Lorsque, et vous avez peut-être entendu, il y a quelques semaines, un cheikh saoudien a affirmé à des étudiants d'université, a insisté que la Terre ne tourne pas autour du Soleil, a sorti un certain nombre de preuves, dont certaines étaient selon lui des preuves physiques, et d'autres étaient des preuves exégistes. Évidemment, c'est pas cohérent. Donc on peut montrer où ça peut être cohérent lorsque quelqu'un me construit sa vision du monde qui est complètement consistante avec tout le savoir que nous avons aujourd'hui. Je dis c'est cohérent, même si peut-être je ne suis pas d'accord avec cette vision du monde. Peut-être que vous souscrivez à une autre philosophie, ou une autre croyance, une autre religion, une autre culture. Mais si c'est complètement consistant et cohérent, je dis il n'y a pas de problème. Ça, un. Deuxièmement, l'idée de beauté, tout ce qui est subjectif n'est pas forcément nul et non avenu. On peut très très bien accepter des idées, des conceptions, des approches subjectives, tant que, et c'est là où nous sommes d'accord, nous prenons pleinement en compte tout ce qui est savoir objectif universel. Alors, si les gens voient des beautés, construisent un concept de beauté qui est différent les uns des autres, je ne vois pas l'inutilité ou le problème de développer ce concept de beauté, même s'il n'est pas inhérent à la science. Même si on ne peut pas le cautionner par la science et dire oui, ça c'est beau, ça c'est pas beau. Ça c'est galactique et ça c'est stellaire. Donc, pas forcément. Maintenant, ma démarche n'est pas uniquement tactique. Moi, je voudrais bien qu'on me comprenne clairement. Ma démarche n'est pas, voilà, c'est ma façon de ramener le grand public à venir comprendre la science et c'est ma façon de diffuser la science. Non, je suis scientifique, je suis rigoureux, j'insiste, ça me donne des
Ça me donne des conflits énormes avec beaucoup de mes co-religionnaires, parce que, évidemment, je défends des idées modernes, y compris d'évolution, y compris de Big Bang, y compris de géologie et autres, qui ne sont pas acceptées par la majorité, la grande majorité de ma société. Mais en même temps, c'est là où je crois le différent ou la différence entre nous, c'est que je ne pense pas que tout ce qui n'est pas scientifique n'est pas utile ou n'est pas important, et tout ce qu'il faut faire, c'est ramener vers la science. Moi je dis, il y a toute une science, elle est puissante, elle est importante, il faut la prendre en compte complètement, mais qu'autour de tout cela, il y a toute une culture qui est bâtie sur des croyances, sur des concepts de beauté, sur des éthiques, sur une histoire, sur tout ce qu'on veut, et qui est respectable et utile pour l'humanité. Mais j'ai insisté que c'est complètement optionnel et c'est complètement libre aux gens d'adopter ces supra-visions du monde qui s'ajoutent à la science que l'on développe tous ensemble. Je vois que le temps passe. Merci beaucoup. On essaye de prendre d'autres questions. Monsieur, là. Ah. Bonjour. Monsieur Klein, vous nous avez dit tout à l'heure quelque chose qui m'a sensibilisé. Vous nous précisez que la science positionne l'homme par rapport à l'univers. Un homme qui croit être là depuis 6000 ans n'est pas le même dans sa position, dans son rapport à l'univers, avec un homme qui sait que l'univers existe depuis plusieurs milliards d'années. N'est-ce pas en ce sens une forme d'émancipation spirituelle que la science nous apporte? Et au final, la science ne devient-elle pas ce qu'elle se défend absolument d'être? Pourquoi se défend-elle à ce point de l'être? Une forme de dogme, mais peut-être une forme de religion, tout du moins un apport spirituel pour l'homme. Merci. Pour moi, c'est d'abord un apport intellectuel. C'est-à-dire qu'on a appris, on a compris que l'homme est apparu il y a 3 millions d'années, peut-être 4, ça se discute. En tout cas, il est là depuis peu de temps. Et donc, on peut le comprendre de 1000 façons, je veux dire, spirituellement. On peut dire que l'homme est l'aboutissement d'un processus long qu'il a ignoré. On peut aussi dire que l'homme est l'aboutissement, justement, exceptionnel d'un projet qu'il a porté secrètement pendant des milliards d'années. Donc, ça dépend de votre narcissisme un peu. Est-ce que vous êtes une poussière d'étoiles, comme ça, au hasard, vous faites poussière d'étoiles, ou est-ce que vous êtes le résultat d'un projet? Vous voyez bien que ça, vous pouvez le penser à votre guise, spirituellement. Mais ce n'est pas la science qui va vous dire comment vous devez penser cela. Donc, oui, moi j'ai un discours assez simple, hein, c'est que les découvertes scientifiques sont remarquables, c'est des petits bijoux. J'ai une admiration sans borne pour les génies des années 20, les gars qui ont fait la physique quantique. Il faut disons, examiner cet exploit intellectuel qui a conduit à ce qu'on comprenne le monde des particules. À partir de critères, alors beauté et ordre, je vous ai dit, je suis un peu réticent parce qu'il y a des théories très belles, enfin jugées très belles, qui se sont révélées fausses. Donc il ne suffit pas qu'une théorie soit jugée belle pour qu'elle soit vraie. Voilà. Et donc, ça on l'a appris pendant le boson de Higgs, c'est le résultat d'une brisure de symétrie. En général, on trouve que la symétrie est plus belle que la brisure. Bon, et en fait, on découvre que les brisures de symétrie, c'est-à-dire le fait que les équations par lesquelles on décrit la matière sont beaucoup plus symétriques que la matière elle-même, donc il y a une brisure de symétrie. C'est un truc assez fascinant qui montre que la beauté est quelque chose qu'il faut interroger. En tout cas, dans le domaine des sciences. Après, évidemment, chacun a sa définition de la beauté, son rapport à elle, et chacun est libre. Mais la question, c'est savoir quel contentement spirituel on veut. Est-ce qu'on accepte d'être dans l'effroi, ou est-ce qu'on veut se rassurer? C'est ça l'enjeu. Et selon la voie que vous choisirez, vous mobiliserez la science dans le sens qui vous permettra d'atteindre ce but. Est-ce que vous voulez être effrayé? On peut vous donner le quoi?
Est-ce que vous voulez être rassuré? On peut vous fournir des trucs. C'est au choix. Madame Betchenko, vous vouliez intervenir? Juste deux choses, justement, pour dire qu'il y avait cette idée d'étonnement, justement, face à la beauté, cette idée d'étonnement qui peut être aussi bien profane que religieux. Et aussi, là, vous rejoignez quand même aussi un point qui est celui de on ne connaît qu'en fonction aussi de l'intention qu'on porte aussi. Comme vous dites que la science peut inquiéter, la science peut rassurer. C'est cette question finalement où dans l'objectivité des sciences, il y a aussi une part de l'intention qu'il apporte. Non, il y a des découvertes qui ont été faites à l'insu du plein gré de ceux qui les ont faites. Il y a même des gens qui ont fait des découvertes avec lesquelles ils n'étaient pas d'accord. Donc ce n'était pas du tout l'intention. Le meilleur exemple, c'est Max Planck. Il a introduit le quantum de Planck dans un acte de désespoir parce qu'il est en train de commettre un crime à l'égard de la physique. Et donc il découvre quelque chose avec lequel il n'est pas d'accord. Donc c'est pas le résultat d'une intention. Oui, mais qu'il y a un lien quand même finalement avec la personne qui rentre dans un processus de découverte et ça interfère avec... Absolument, mais la personne, il y a voilà. toutes sortes de mécanismes de découverte, on l'a dit, ça peut venir d'un rêve, comme chez Einstein parfois, d'une expérience de pensée, ça peut venir d'une lecture, d'une observation, d'une inspiration, évidemment. Mais ce qui fait que la science est la science, c'est justement qu'elle crée une objectivité qui n'est pas celle de ceux qui la font. C'est-à-dire, si l'objectivité de la science dépendait de l'objectivité scientifique, il faudrait lui dire adieu comme c'est Popper. Autrement dit, l'objectivité de la science, elle vient d'une objectivation qui vient d'une discussion très réglée entre scientifiques, etc., qui finissent, au bout d'un certain temps, par admettre que cette théorie est valide. La théorie de la relativité en 1905, si on avait fait voter les physiciens pour ou contre, c'était le contre qui l'emportait massivement. D'accord? Donc l'objectivation, elle ne vient pas des scientifiques, elle vient de leur façon de travailler collectivement. Et nous tous, scientifiques, nous recevons tous les jours des manuscrits de personnes qui nous disent « ça fait 40 ans que je travaille sur ce sujet, donc j'ai trouvé la solution ». Comme si le fait d'être solitaire et de travailler donc seul sur un sujet pendant très longtemps était l'indice qu'on a trouvé la solution. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Chacun individuellement, on peut fabriquer une vision du monde, un système du monde, etc. Dire que Adam est né avant tout le monde. On peut chacun fabriquer une histoire. Et souvent, les gens nous disent « mais monsieur, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que l'univers, etc. » Et évidemment, on répond toujours « mais oui, on peut l'imaginer puisque vous l'avez imaginé. » Et donc la question est de savoir si ce que vous imaginez est vrai ou pas. Et c'est ça le travail. Le travail, c'est pas d'avoir des hypothèses comme ça, c'est très facile d'imaginer des choses. Et donc les deux questions qui restent ouvertes, c'est d'abord, est-ce que ce qu'on imagine peut être vrai? Première question. Deuxième question, est-ce que ce qui est vrai est imaginable? Voilà. Bien, il ne nous reste plus qu'un quart d'heure. On va prendre une question, monsieur, au premier rang. En vérité, la première chose que j'ai écoutée, je ne regrette pas d'être venu. Je suis un utopiste optimiste. Je suis un obsédé textuel des citations. Et quand je fais quelque chose quelque part et que je donne mon sentiment, je déclare toujours, je suis un homme simple, que comment je pourrais dire, l'accès la plus large possible à la connaissance, c'est l'accès au savoir. Et quand je parle de savoir, pour moi, le savoir évident, c'est la science. Et je ne peux que dire merci à M. Klein de la façon dont il exprime. Alors, le jour où on pourra arriver à avoir ça, un enseignement, comme le prédit, comme le sollicite, comme le demande M. Klein, que c'est le meilleur combat contre l'ignorance. Tout le reste, pour moi, c'est l'ignorance. Il n'y a que la science qui peut avoir sa vérité. Je l'en remercie. J'ai pas dit ça. Je pense que Dominique Leglu voudrait réagir aussi. Merci Hazard de me passer le micro. Ce que vient de dire monsieur, et vous voudrez bien m'excuser si je parle sur un terrain que vous avez évoqué, mais j'ai dû m'absenter un certain nombre de fois de la salle. Hier soir, quand Luc Ferry a fait son introduction, j'ai rappelé que
ce dont nous entendons parler tous les jours à la radio ou à la télévision, à savoir cette secte Boko Haram qui commettait des exactions. Rappelez que Boko Haram veut dire l'éducation occidentale est un péché. Et il se trouve que souvent, quand on dit la science, on devrait dire d'ailleurs les sciences, sont perçues dans un certain nombre d'endroits du monde comme quelque chose d'occidental. Est-ce que, et c'est une question que je vous pose à vous tous, est-ce que on ne bute pas en ce moment sur cette question-là, parce qu'on fait une confusion avec encore autre chose. Science et Occident. Science égale Occident. Donc, refus d'un certain nombre de cultures de chez nous par d'autres cultures. Donc, une confusion très large. Voilà. C'était une remarque et à la fois une question que je voulais vous poser. Qui veut répondre? Je vais répondre à la question suivante. Il y a un physicien qui est devenu géographe, qui s'appelle David Cossandet, qui a écrit un livre sur cette question. La question, c'est pourquoi le monde appartient-il à ceux qui se lèvent occidentaux, comme Et en fait, la science moderne, alors moderne donc, 17e siècle, Galilée, la grande rupture de Galilée, elle est née en Europe. Alors on va dire qu'avant, il y avait des courants, la Grèce, qui d'ailleurs est dans l'Europe, et bien, il y a des mathématiciens arabes beaucoup plus en avance par rapport à mais la science moderne avec le geste galiléen. Les lois de la nature sont écrites en langage mathématique, etc. Ça, c'est l'Europe. Si vous regardez maintenant, je parle de la physique, comment elle s'est construite? 17e, 18e, 19e, 20e, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, que des Européens. Il n'y a pas il n'y a même pas un Américain, que des Européens. Et alors la question est pourquoi? Alors on peut invoquer le monothéisme, l'idée de loi universelle, etc. La notion d'individu. Et l'hypothèse qu'il propose en plus, c'est le fait que quand vous regardez la carte du monde, et que vous regardez comment l'Europe est topologiquement incarnée, vous observez ce qu'il appelle une thalassographie articulée. C'est-à-dire que quand vous regardez l'Europe, vous voyez qu'elle est découpée, il y a des bras de mer partout. D'accord? Ce qui a permis l'apparition d'États stables et en même temps obligés de converser avec leur extériorité. Ils étaient protégés des invasions, mais en même temps ils étaient obligés de discuter avec leurs voisins. Et que c'est ce mouvement-là qui a permis l'échange d'idées, alors que dans les monoblocs, où des idées un peu arrêtées se sont fixées, justement, et que l'Europe a été obligée de discuter avec elle-même. Alors, le miracle grec, c'est déjà un peu ça, avec les îles, etc. Et en Europe, on peut généraliser le raisonnement en disant que l'Europe a bénéficié d'une géographie qui a permis la confrontation avec des idées différentes de celles qui commençaient à naître en tel ou tel endroit. Et évidemment, comme on ne fait jamais très bien les choses, au moment où l'Europe a produit le meilleur d'elle-même, c'est-à-dire intellectuellement la physique quantique, elle a produit le pire politiquement, c'est-à-dire elle a produit Hitler, Mussolini, Staline, et du coup, la science est partie clé en main aux États-Unis. Et là, elle a changé de forme, elle a changé aussi de puissance, etc. Et quand on prend l'histoire, moi j'appuie ce terme, c'est-à-dire la science, elle est née en Occident, enfin en Europe, ensuite elle a colonisé une partie de la planète, mais comme le montrent les anthropologues, aucune autre civilisation n'a fait une séparation entre l'homme et la nature, comme l'Occident l'a fait. L'Occident, avec Galilée, dit que l'homme est un être d'anti-nature. Non pas qu'il soit contre la nature, mais au sens où l'homme est transcendant par rapport à la nature. Quand l'homme échappe en quelque sorte à la nature, il en est peut-être le résultat, mais il peut la comprendre, la dominer, etc. Alors que dans les autres civilisations, la séparation entre l'homme et la nature n'existe pas et ne se situe quand elle n'existe pas au même endroit. C'est-à-dire que moi j'ai discuté beaucoup avec des Indiens d'Amazonie, pour eux l'humanité va... elle contient, si vous voulez, les plantes dont on se nourrit, l'air qu'on respire, la planète Mars qu'on peut voir à l'œil nu, etc. Donc l'humanité contient le cosmos. Par contre, la tribu d'à côté, là, où ils sont peints avec des peintures violettes alors que nous on est en vert, ceux-là, c'est pas les humains. Donc l'universel ne se déploie pas de la même façon. Et je pense qu'en effet, la science a à voir avec l'Occident, pour ce qui est de sa genèse.
mais pas pour ce qui est de sa portée. Elle a une portée qui dépasse les frontières de l'Occident, puisque si vous allez en Chine, les scientifiques chinois font exactement la même science que les autres. Monsieur Guisson. Oui. D'abord, je crois que c'est un point de vue historiquement très biaisé. Parce que si, imaginez que dans 200-300 ans, les Chinois dominent la science et qu'ils avancent et qu'ils produisent des choses qui sont très très en avance par rapport à ce que nous savons aujourd'hui, vous imaginez qu'un Chinois pourra dire ce que M. Klein vient de dire. Ben vous voyez qu'il n'y a que les Chinois qui ont produit, que tout ce qui était venu avant était vraiment rudimentaire et inacceptable. Ou vraiment... Attendez, j'ai pas dit que la science était occidentale, j'ai dit qu'elle était née en Occident. Et même ça, c'est pas vrai. Permettez-moi. Son devenir, j'en sais rien. Oui, non, permettez-moi. Premièrement, cette année, nous célébrons, en fait, l'UNESCO a déclaré l'année 2015 comme étant l'année de la lumière. Et une des manifestations, une des raisons pour cela, c'est le 1000e anniversaire de la publication du livre, le livre de l'optique de Ibn al-Haytham, qui est Al-Hazan. Et Ibn al-Haytham, je vous invite à lire ses travaux, je vous invite à regarder les documentaires qui ont été faits à propos de Al-Hazan, qui est, je dis, il y a 1000 ans, était on ne peut plus expérimental, scientifique, rigoureux, qui a traité de l'optique. Il est communément, et cherchez Al-Hazan, vous allez très souvent tomber sur l'expression le père de l'optique. Donc, si c'est le père de l'optique qui a traité de la réflexion, de la réfraction, de la courbure des miroirs, des effets, etc., sur tous les effets d'optique qui ont été repris par Kepler plus tard et ont été repris, je ne me souviens plus quel autre opticien du XVIIe siècle, ça veut dire que vraiment il y avait de la science. Et je n'ai cité que celui qui est le plus emblématique parce que c'est son 1000e anniversaire. Mais je pourrais en citer beaucoup d'autres. Si je peux dire un truc là-dessus, je suis d'accord avec, évidemment, Al-Hazan, c'est le père de l'optique instrumentale. Oui, non, mais attendez. Il n'y a pas, vous pouvez dire Al-Hazan dans tous les sens, vous n'avez pas les équations de Maxwell. Oui, non, mais attendez, mais évidemment. Mais attendez, mais on va pas artificiellement déclarer que les équations de Maxwell sont le tournant de l'histoire du monde. Parce que moi aussi, je pourrais vous dire, non mais attendez, les découvertes et les écrits, et les calculs, et les diagrammes, et les résultats d'Al-Hazan étaient aussi un tournant. Ou alors après on reviendra, on dira ah oui mais Démocrite a aussi fait une découverte extrêmement importante. Puis après on dira mais Al-Biruni aussi a fait quelque chose d'extrêmement important. Est-ce que vous savez que les observatoires astronomiques dans le monde, dans la civilisation arabo-musulmane, mais il y avait un observatoire dont le sextant faisait un diamètre de 80 mètres. C'est inouï, sans précédent dans l'histoire du monde. Les mesures de la Terre, de la sphéricité de la Terre, du diamètre de la Terre et de l'apogée du mouvement apparent du Soleil et j'en passe, mais étaient absolument éblouissants. Donc on ne va pas se positionner et dire voilà, c'est Galilée qui a donné naissance à la science parce que Galilée... Non, la science moderne. Non, mais science, attendez. La science, non. Ne me faites pas dire que j'ai pas dit. La science, elle a une histoire bien plus ancienne que Galilée, évidemment. Elle est bien plus ancienne, elle n'a même pas d'origine, au sens où à toute époque, on peut trouver quelqu'un qui tient des discours de type scientifique, etc. Non, pas un discours. C'est pas un discours, c'est des mesures, des calculs, c'est des traitements absolument rigoureux, méthodologiques, expérimentaux. Il y a une technique, par exemple, en Chine, bien plus importante, notamment dans le domaine de l'horlogerie qu'en Occident. Il y a des mathématiques plus évoluées dans le pays arabe qu'en Occident à une certaine époque. Et alors pourquoi vous déclarez Galilée comme étant le père? C'est un symbole, si vous voulez. Ah non, il y a une rupture dans la façon de faire de la science. Non, il n'y a pas de rupture. Mais si, il y a une rupture dans la nature de la science. Non. Il y a non mais attendez, écoutez, nous sommes tous physiciens et permettez-moi de dire que j'ai étudié l'histoire de la science assez en remontant jusqu'au grec, mais sans faire l'impasse et le saut de tout l'apport de la civilisation arabo-musulmane, parce qu'on y trouvera des apports méthodologiques, expérimentaux, des mesures, des résultats, mais absolument frappants. Mais la méthode, pour moi, écoutez, pour moi, c'est pas... Pas de physique théorique. Ah, mais évidemment, pas de physique théorique, mais évidemment. Mais, ah oui, non, mais si la science, si la naissance de la science est synonyme à l'éclosion de la physique théorique, ah non. C'est ça qu'on appelle la physique moderne. C'est ça qu'on appelle la physique moderne.
Non, la physique moderne, oui, mais pas la science. Mais il y a une physique avant, il y a la physique d'Aristote, etc. Mais la physique moderne, ça commence avec la théorie. Non, je crois que c'est très dangereux de tenir un discours qui est occidentalement biaisé et de dire, voilà, la science moderne, parce que vous avez répondu à Madame Leglu, vous lui avez dit, mais c'est normal, enfin, si j'ai bien compris, vous lui disiez, c'est normal que d'autres peuples, d'autres sociétés, aujourd'hui, et ça j'en témoigne, disent, ah oui, mais cette science, cette évolution biologique, Darwin, etc., le Big Bang de Lemaitre et d'Einstein et d'Eddington, etc., tout ça c'est l'Occident, on n'est pas obligé de prendre l'Occident. Vous lui dites, mais bien sûr que cette science, elle est occidentale. Non, elle est née en Occident. Non, mais attendez. Mais justement, c'est une science qui est capable de dépasser les conditions. Mais attends, elle n'est pas née, elle a progressé, il y a eu des sauts, il y a eu des évolutions, il y a eu des moments importants. Ah non, écoutez, en fait, Copernic, qui est on ne peut plus emblématique de la révolution de l'astronomie moderne. Oui. Copernic cite 23 fois Al-Battani. Bien sûr. Mais je veux dire qu'il y a continuité, qu'il a pris en compte tout ce qu'il savait à l'époque. Écoutez, il y a des gens aujourd'hui, lisez Georges Saliba. Georges Saliba insiste, je ne suis pas d'accord avec lui, mais Georges Saliba insiste que la théorie copernicienne, l'héliocentrisme, est grosso modo prise sur Ibn Shatter, qui était un astronome de Damas du XIVe siècle. Mais tout ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a continuité, que les gens ont pris tout ce qu'il y avait avant. On ne peut pas déclarer, voilà, c'est Galilée qui a... Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une histoire. Galilée, Copernic, toutes sortes d'auteurs. Il y a une histoire, ça c'est sûr. Mais dans cette histoire, il y a des ruptures. Et ces ruptures n'ont pas lieu partout, et elles n'ont pas lieu au même moment. Il y a des ruptures, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une continuité. L'acte de Galilée qui dit le langage de la nature, ce sont les mathématiques, c'est une rupture. Mais Galilée n'était pas le premier à dire ça, déjà. Non. Mais je vous dis. Non, mais en tout cas, c'est lui qui a fait. Mais les autres ne le connaissaient pas. Non, il a fait que. Non, comment ça, il a fait que Newton? Non, mais justement, écoutez, la science, les historiens de la science aujourd'hui, il y en a probablement dans l'audience, il y a plusieurs modèles ou théories de l'histoire de la science. Il y en a qui sont complètement continus. Il y en a qui disent non, il y a eu des sauts. Et moi, je pense qu'il y a eu quelques sauts, qu'il y a eu des petits sauts, mais que chacun d'entre eux, chacun de ceux-là que j'ai cités, ont pris pleinement en compte tout ce qui a été fait auparavant. Donc il n'y a pas eu de, voilà, Galilée arrive et dit, oublions tout ce qui s'est passé, on va faire de la physique de manière complètement nouvelle. Non, ça ne s'est pas fait comme ça. Maintenant, évidemment qu'il y a eu des découvertes, il y a eu des tournants. L'héliocentrisme, évidemment, est un tournant. Kepler est un tournant en déclarant que tous les cercles sont nuls, que ce qui est maintenant c'est elliptique et que nous avons des lois des mouvements planétaires. Évidemment que Newton est un saut important et que c'est un tournant majeur dans l'histoire, mais il est évident. Mais si on regarde toute l'histoire, on trouvera beaucoup de tournants comme ça et qu'il n'y avait pas que des tournants dans l'histoire occidentale. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des ruptures qui ont lieu à certains endroits et que... Ibn al-Haytham était une rupture. Oui, ben d'accord, mais ce qui fait que la science est la science, c'est justement qu'elle s'émancipe des conditions de son apparition. C'est-à-dire que quand vous mettez Einstein à Berne, quand il est à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle en 1905, il regarde les brevets électromagnétiques pour synchroniser les horloges à distance, et c'est là qu'il comprend qu'il y a un problème d'interprétation avec les équations de Maxwell, avec l'éther, etc. Et donc, il crée la théorie de la relativité pour résoudre ce problème. Et vous pouvez défendre en historien que si Einstein n'avait pas été au bureau des brevets, il n'aurait pas fait cette découverte. Donc, il y a du contexte. Il y a du contexte. Mais aujourd'hui, on est en 2015. Et la relativité a un statut, une opérativité, une compréhension qui s'est émancipée des conditions de son apparition. C'est la portée universelle. On ne peut pas tout ramener à l'histoire. Je suis d'accord que c'est universel. J'ai dit tout à l'heure. La relativité, au XXe siècle, a acquis une validité, une compréhension qui s'est complètement détachée des conditions de son apparition. Toute science véritable et véridique qui s'avère va s'universaliser. Un Chinois qui veut construire un accélérateur de particules, ou un Indien qui veut le faire, ou un musulman qui veut construire un synchrotron, il utilise les équations d'Einstein. Voilà. Ben oui, et ça marche. Et oui, mais c'est ce que je vous ai dit. Kepler a utilisé le savoir d'Al-Battani. Ibn al-Haytham a contribué à l'optique moderne. Et évidemment que chacun va prendre ce qui vient d'avant. Mais on ne prend pas que ce qui vient de Galilée et rien d'avant. Voilà. Non, bien sûr. Écoutez, en tout cas, c'est passionnant comme débat. On pourrait continuer encore longtemps. Et je vois l'heure, il est midi. Je pense qu'on est contraint de libérer la salle.
En tout cas, je remercie vraiment tous nos intervenants et puis merci, un grand merci à vous.